comment une petite tribu est devenue l'un des empires les plus redoutables de l'histoire. Et si je vous disais que l'histoire que je vais partager commence avec une toute petite tribu, presque oubliée, qui est sortie de l'ombre pour devenir l'un des empires les plus redoutables que le monde ait jamais connus. Exactement, à la fin de ce récit, vous pourriez être bouche bée d'émerveillement, même si votre corps commence doucement à se laisser aller au sommeil. Mais d'abord, un petit objectif pour nous. Si cette histoire vous fascine, aidez-nous à atteindre 1000 likes, car chaque like est une petite étincelle qui fait vivre l'histoire. Notre récit commence dans un patchwork de lacs marécageux, de petits villages et de clans errants. Ces gens, connus sous le nom de Mexica, n'étaient-ce pas les puissants souverains que l'on pourrait imaginer. Ils étaient des étrangers, souvent méprisés par les tribus voisines. Affamés, vulnérables et farouchement indépendants, ils n'avaient rien d'autre que leur détermination et la plus vague des prophéties pour les guider. Selon la légende, on leur avait dit de chercher un signe, un endroit où un aigle était perché sur un cactus, dévorant un serpent. Cela semblait presque irréel, mais ce signe devint l'encre de leur destin. Cette prophétie n'était pas juste une histoire, c'était une promesse que les Mexicas trouveraient une terre où ils pourraient devenir quelque chose d'extraordinaire. Et extraordinaire, ils le devinrent, mais pas du jour au lendemain. Au début, ils étaient peu nombreux, souvent considérés comme des fauteurs de troubles, des mercenaires ou des errants. Leur existence initiale était dure. La vie était une lutte constante et la survie exigeait de l'ingéniosité. Ils tissèrent des alliances quand ils le pouvaient, apprenaient ceux de voisins plus forts et affinaient lentement des compétences qui leur serviraient de manière que personne ne comprenait encore. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment un groupe si petit a pu se transformer en un empire redouté dans toute la Mésoamérique. Les Mexicas étaient rusés. Ils ne se fiaient pas uniquement à la force brute. Ils observaient, s'adaptaient et absorbaient. Chaque rencontre avec d'autres tribus devenait une leçon, chaque défaite un tremplin. En combinant intelligence, stratégie et résilience, ils se renforçaient de manière souvent invisible au début. C'était presque comme regarder une rivière creuser lentement un canyon, patient, persistant, imparable. Puis vint Tenochtitlan, la ville qui deviendrait leur cœur, leur joyau, leur forteresse. Construite sur une série de petites îles dans le lac Texcoco, c'était une merveille d'ingénierie et de vision. Des canaux reliaient les quartiers, des jardins flottants nourrissaient le peuple, et des temples s'élevaient comme des montagnes depuis l'eau. Cette ville n'était pas juste un foyer, c'était une déclaration. Les Mexicas n'étaient plus seulement des survivants, ils étaient les architectes de leur destin, transformant des îles marécageuses en symboles de puissance que d'autres viendraient à envier et à craindre. À mesure qu'ils grandissaient, leur réputation se répandait. Des guerriers apparurent, féroces et disciplinés, dont les noms devinrent des murmures de peur parmi les tribus rivales. Mais ce n'était pas seulement la guerre qui définissait leur ascension. La politique, la religion et une compréhension sophistiquée de la société leur permirent de tisser un empire qui était plus que muscles et armes. Ils comprenaient de la loyauté, le tribut et le fragile équilibre entre crainte et respect. D'une certaine manière, les Mexicas maîtrisaient l'art de la transformation, faisant de chaque faiblesse un tremplin pour grandir. Bien sûr, rien dans l'histoire ne se produit isolément. Pendant qu'ils construisaient leur empire, d'autres forces étaient en jeu. Alliances, trahison, présages et prophéties façonnaient des décisions qui résonneraient à travers les générations. En apprenant de leurs erreurs et en saisissant les opportunités, cette petite tribu réussit à créer un réseau d'influence et de pouvoir qui, à son apogée, s'étendait sur de vastes régions. Ils devinrent non seulement des guerriers, mais des souverains, non seulement redoutés mais respectés. Il est remarquable de penser que tout cela a commencé avec un petit groupe errant, guidé par un signe énigmatique. De début humble, ils bâtirent là quelque chose de monumental, et si les chapitres suivants de leur histoire sont remplis de sang, de conquêtes et d'événements choquants, c'est cette transformation d'une tribu négligée à un empire dominant qui forme le cœur de l'héritage aztèque. Ceci n'est que le début. Ensuite, nous explorerons Tenochtitlan, la ville flottante qui a émerveillé le monde, et verrons exactement comment les Mexicas ont transformé leurs rêves en une merveille vivante. Mais pour l'instant, laissez-vous emporter par l'histoire de cette petite tribu devenue inarrêtable. L'alliance triple, génie politique ou manipulation impitoyable.
L'histoire de l'Empire aztèque ne se résume pas à des guerriers brandissant des lames d'obsidienne ou à des temples s'élevant vers le ciel. Elle parle aussi de pouvoir, de politique et d'un jeu d'alliances capable de façonner ou de briser des civilisations entières. Et au cœur de ces échiquiers politiques se trouvait l'Alliance triple, un pacte que certains qualifient de coup de génie et que d'autres jugent comme une manipulation pure et impitoyable. Mais comment 3 cités-États, chacune farouchement indépendante, ont-elles réussi à s'unir pour construire l'un des empires les plus redoutables de l'histoire? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Tout commença avec 3 villes qui, en surface, semblaient ordinaires: Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan. Aucune n'était insignifiante, mais aucune n'était prête à dominer seule la Mésoamérique. Tenochtitlan, puissance montante au milieu du lac Texcoco, avait l'ambition. Texcoco apportait sagesse et culture, et Tlacopan, bien que la plus petite, avait une importance stratégique. Ensemble, elles allaient bouleverser toute la région. Mais voilà le détail. Dans le monde aztèque, les alliances n'étaient jamais seulement basées sur l'amitié ou le bénéfice mutuel. Elles reposaient sur l'intimidation, les faveurs calculées et la volonté terrifiante de faire respecter la loyauté par le sang si nécessaire. Le premier mouvement de ce jeu mortel vint après que Tenochtitlan eut déjà démontré sa puissance militaire. Ils comprirent que la force brute seule ne suffisait pas à garantir une domination durable. Entrée de Texcoco, le centre intellectuel. Ses dirigeants savaient qu'un partenariat avec Tenochtitlan apporterait non seulement protection mais aussi richesse, influence et prestige culturel. Tlacopan, plus petite mais stratégiquement située, était le partenaire idéal pour compléter l'alliance. Ainsi, dans un mouvement presque trop intelligent pour être entièrement moral, les 3 villes formèrent ce que les historiens appelleraient plus tard l'Alliance triple autour de l'année 1432. C'est ici que le génie et la manipulation deviennent évidents. Sur le papier, l'alliance devait être égale, 3 puissances partageant les butins, les responsabilités et les décisions. En réalité, Tenochtitlan prit discrètement les rênes. Par un mélange de diplomatie, de menaces subtiles et d'intimidation ouverte, elle se positionna comme le partenaire dominant. Texcoco et Tlacopan reçurent des rôles qui semblaient importants, mais qui renforçaient en fin de compte la suprématie de Tenochtitlan. C'est comme donner à quelqu'un le titre de capitaine d'un navire, tout en gardant secrètement le contrôle de la barre. Mais ce n'était pas seulement intelligent, c'était impitoyable. Pour garder leurs partenaires en ligne, Tenochtitlan s'assurait que tout le monde sache qui détenait réellement le pouvoir. Le système de tribus fut ajusté pour que la plus grande part de la richesse revienne à eux. Les campagnes militaires, bien que techniquement collaboratives, étaient dirigées et financées majoritairement par Tenochtitlan, lui donnant le contrôle sur qui gagnait du prestige et qui tombait en disgrâce. Et si une ville osait défier leur autorité? L'histoire nous apprend que les rébellions étaient écrasées rapidement, souvent avec une brutalité exemplaire, envoyant un message clair. L'alliance était un outil, pas une amitié. En même temps, l'alliance triple permettait aux Aztèques de s'étendre d'une manière qui aurait été impossible seule. Au lieu de risquer la défaite à chaque bataille, ils mutualisaient ressources, soldats et informations. Les érudits de Texcoco cartographièrent les territoires, les stratèges de Tlacopan apportaient un soutien logistique, et les guerriers de Tenochtitlan portaient les coups décisifs. L'empire croissait à un rythme vertigineux, s'étendant à travers vallées et lacs, intégrant les peuples conquis et les forçant dans un système de tribus complexe qui rendait les Aztèques incroyablement riches. Mais avec un grand pouvoir vient une grande paranoïa. La structure même qui permettait à l'Alliance triple de dominer la Mésoamérique contenait aussi des graines de tension. Texcoco, malgré ses manœuvres politiques limitées, restait culturellement fière et influente. Tlacopan, plus discret, surveillait avec prudence la domination croissante de Tenochtitlan. L'alliance nécessitait des négociations constantes, une propagande habile et, oui, des tactiques de peur occasionnelles. Les Aztèques devaient être de grands diplomates, pas seulement de redoutables guerriers, pour maintenir l'équilibre et garantir que leur empire ne s'effondre pas de l'intérieur. Il est fascinant de constater combien cette histoire préfigure ce que nous verrons plus tard à l'arrivée des Espagnols. Les leçons politiques, la manipulation, l'utilisation astucieuse des alliés et des ennemis, tout cela préparait le terrain pour les rencontres dramatiques de l'Empire avec Cortés et ses conquistadors. L'Alliance triple n'était pas qu'un pacte de convenance, c'était un cours magistral sur le pouvoir, le contrôle et la survie,
même si cela se faisait au prix de l'honnêteté et de l'équité. Alors, génie ou manipulation impitoyable. La vérité est les deux. Sans l'alliance triple, Tenochtitlan serait peut-être restée une puissance régionale, n'atteignant jamais les sommets d'influence et de terreur qu'elle a connus. Mais la façon dont elle fut construite et maintenue révèle un aspect de l'Empire aztèque souvent éclipsé par les récits de guerriers et de sacrifices, les jeux d'esprit, les mouvements calculés et l'ingéniosité silencieuse de la stratégie politique. En comprenant l'alliance triple, nous voyons que les Aztèques n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient les architectes de l'un des empires les plus rusés de l'histoire. Et à mesure que nous explorerons la richesse, les rituels et la chute éventuelle de Tenochtitlan, souvenez-vous, chaque conquête, chaque tribu, chaque sacrifice cérémoniel renvoie aux fondations posées par ces trois villes puissantes et entrelacées. Leur histoire nous rappelle que les récits les plus captivants de l'histoire ne concernent pas seulement les batailles, ils concernent les esprits derrière elles. L'alliance triple nous enseigne que le pouvoir ne se résume jamais à la force. Il s'agit de savoir quand lever, quand pousser, et parfois quand manipuler. Et dans le monde aztèque, cette danse délicate entre génie et impitoyabilité faisait la différence entre être un acteur et être une proie. École et hiérarchie. Aztèque, qui détenait vraiment le pouvoir? Quand la plupart des gens pensent aux Aztèques, ils imaginent des guerriers, des pyramides et des rituels terrifiants. Mais sous les épées et les sacrifices, il existait un monde d'apprentissage, de règles et de pouvoirs cachés. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais l'Empire aztèque, craint pour ses armées, était tout aussi méticuleux concernant l'éducation et la hiérarchie. Qui dirigeait vraiment cet empire? Était-ce le roi, les guerriers ou quelqu'un d'autre? Plongeons pour découvrir les réponses surprenantes. Dès la naissance, le chemin de chaque enfant était déjà tracé. Les garçons et les filles suivaient des routines très différentes, chacune conçue pour les préparer à leur rôle futur. Pour la plupart des roturiers, l'éducation commençait à la maison, apprenant respect, obéissance et compétences pratiques. Mais dès qu'ils étaient assez âgés, les garçons fréquentaient le Telpochkali, littéralement maison de la jeunesse, où ils s'entraînaient comme guerriers. Là, l'obéissance était inculquée en même temps que les compétences martiales. La discipline n'était pas optionnelle, l'échec signifiait la honte. Et la honte pouvait peser sur une famille pendant des générations. Quant aux filles issues de familles nobles, elles fréquentaient le Kalmukak, apprenant le tissage, les devoirs rituels et les compétences nécessaires pour influencer la société en coulisses. Le Kalmukak n'était pas qu'une école, c'était une porte vers le pouvoir. Les jeunes nobles étudiaient l'histoire, la religion, l'astronomie et le droit. Ils mémorisaient les histoires des esprits, les exploits des anciens dirigeants et les codes complexes du calendrier aztèque. Chaque leçon visait à leur faire comprendre à la fois les fils spirituels et politiques qui maintenaient l'Empire uni. Les diplômés ne quittaient pas seulement l'école avec du savoir, ils en sortaient légitimés, prêts à occuper des positions capables de façonner le destin des villes, des armées et même des rois. Cela nous amène à la hiérarchie elle-même. Au sommet se trouvait le Huaytlatoani, l'empereur, dont la parole était loi. Mais même lui n'était pas exempt de contrôle. En dessous se trouvaient les nobles, comprenant prêtres, chefs militaires et conseillers. C'étaient eux qui faisaient réellement tourner l'empire. Les guerriers pouvaient conquérir, mais les nobles décidaient où, quand et pourquoi. Les prêtres s'assuraient que les idoles soient apaisées, ce qui, selon la vision aztèque, était essentiel à la survie. Cela signifiait que l'autorité religieuse et politique était indissociable. Un roi ignorant les prêtres risquait de provoquer la colère des esprits et de faire face à la rébellion de ceux-mêmes qui appliquaient son pouvoir. Même les citoyens ordinaires comprenaient l'importance de cette structure. Leur vie quotidienne, du paiement du tribut à la participation au rituel, renforçait la hiérarchie. Les écoles n'étaient pas seulement un lieu d'apprentissage, elles servaient à intérioriser l'ordre social. Les garçons s'entraînaient à combattre, oui, mais aussi à obéir. Les filles apprenaient à influencer, oui, mais aussi à respecter le système qui plaçait certains au-dessus des autres. Pour les rares enfants montrant un talent exceptionnel, la hiérarchie offrait une progression rapide, à condition de savoir naviguer avec prudence. Les Aztèques avaient aussi des écoles spécialisées pour les guerriers d'élite, comme les sociétés du jaguar et de l'aigle, où les jeunes hommes les plus prometteurs étaient formés au combat, à la stratégie et à l'intimidation. Les diplômés de ces écoles étaient vénérés, redoutés
et servaient souvent à appliquer la volonté de l'empereur. Mais même eux étaient redevables aux nobles et aux prêtres. Le pouvoir pouvait sembler émaner du champ de bataille, mais il revenait toujours aux structures supérieures. Les écoles les avaient formés pour combattre, mais aussi pour servir. La religion imprégnait tout. Même l'organisation des écoles reflétait la croyance que le succès et l'ordre dépendaient des esprits divins. Les élèves apprenaient rituels, chants et offrandes dans le cadre de leur cursus, renforçant l'idée que leur éducation n'était pas seulement personnelle, elle était un devoir civique et cosmique. En contrôlant le savoir, les Aztèques contrôlaient l'Empire. Les prêtres, les érudits et la noblesse veillaient à ce que chacun comprenne sa place, et personne, pas même le guerrier le plus ambitieux, ne pouvait l'ignorer sans conséquence. Fait intéressant, cette hiérarchie offrait aussi des opportunités inattendues pour les femmes. Les femmes nobles pouvaient devenir prêtresses, conseillères ou figures influentes en coulisses. Bien qu'elles dirigeassent rarement des armées, leur éducation leur permettait de manipuler subtilement la politique, influencer des décisions et même façonner des mariages renforçant des alliances. Le système scolaire n'était donc pas seulement un lieu d'apprentissage, c'était une carte du pouvoir, montrant qui pouvait agir, influencer et qui devait obéir. La beauté et le danger du système aztèque résidaient dans son efficacité. Il formait des guerriers prêts à conquérir, des prêtres prêts à conseiller et des citoyens prêts à suivre. Connaissance et obéissance devenaient indissociables, et ceux qui maîtrisaient les deux pouvaient s'élever au-delà des simples lignées familiales. Mais ceux qui résistaient ou échouaient en payaient le prix, souvent sévèrement. Cette hiérarchie stricte et imbriquée assurait que l'Empire reste fort, pour un temps. Pourtant, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, même les sociétés les plus structurées peuvent faire face à des menaces extérieures. L'arrivée des Espagnols exploita ces hiérarchies, utilisant diplomatie, tromperie et peur pour défaire ce qui avait mis des générations à se construire. Les écoles avaient formé des individus pendant des siècles, mais elles ne purent préparer l'Empire à ce choc des mondes. Conquête brutale. Comment les armées aztèques ont étendu leur empire? L'empire aztèque ne s'est pas élevé en échangeant des fleurs, ou en racontant des histoires autour d'un feu. Il s'est élevé sur le dos de guerriers implacables, de stratégies sans faille et de campagnes qui gravaient la peur dans chaque vallée et chaque ville conquise. Quand on pense à Tenochtitlan, on imagine peut-être des jardins flottants ou des temples imposants. Mais sous cette splendeur se trouvait un empire construit par la force militaire pure. Alors, comment les Aztèques, débutant comme une tribu relativement petite, sont-ils devenus l'une des puissances les plus redoutables de Mésoamérique? Plongeons-y. Tout commença avec une culture qui glorifiait la guerre. Dès leur plus jeune âge, les garçons aztèques étaient formés non seulement au combat, mais aussi à comprendre la psychologie de la bataille, l'art de l'intimidation et l'importance de capturer plutôt que tuer quand cela était possible. Capturer des ennemis n'était pas seulement cruel, c'était une stratégie. Les captifs servaient dans les rituels religieux, mais montraient aussi la puissance de l'armée aztèque aux régions voisines. Chaque raid, chaque conquête était un message. Défiez-nous et vous serez ligotés et exposés devant vos voisins. L'expansion de l'empire aztèque était également incroyablement organisée. Ce n'était pas un maraudage chaotique, c'était une série de campagnes calculées. L'alliance triple dont nous avons parlé plus tôt jouait un rôle majeur. Les guerriers de Tenochtitlan menaient les attaques, Texcoco apportait la planification stratégique et Tlacopan soutenait la logistique et les renforts. Ensemble, ils créaient un cycle de conquête difficile à contrecarrer pour toute cité rivale. Il est fascinant de voir comment stratégie militaire et manipulation politique s'entremêlaient. Souvenez-vous comment Tenochtitlan utilisa les alliances pour dominer Texcoco et Tlacopan? Cette même ruse s'appliquait aux campagnes. Conquérir une ville, exiger un tribut, puis transformer d'anciens ennemis en alliés, ou au moins en sujets loyaux. Les armées aztèques étaient structurées pour intimider. Les guerriers d'élite, les jaguars et les aigles, n'étaient pas seulement des unités de combat. Ils étaient des symboles de peur et de respect. Ils menaient l'assaut, vêtus de peau de jaguar ou de plumes d'aigle, pour que quiconque les voyait comprenne immédiatement à qui il avait affaire. Mais derrière le spectacle se trouvait un entraînement discipliné et des tactiques sophistiquées. Les guerriers apprenaient formation, embuscade et utilisation du terrain, faisant de l'armée aztèque l'une des plus efficaces de la région. Les Aztèques ne conquéraient pas seulement par la force, ils maîtrisaient la guerre psychologique. Avant une bataille, des envoyés pouvaient avertir les adversaires, montrant à la fois clémence en cas de reddition et le sort horrible réservé à ceux qui résistaient.
Les temples et plateformes cérémonielles, exposant des ennemis capturés, renforçaient les conséquences de la défiance. Les villes qui voyaient cela se rendaient souvent sans combattre, réduisant les sièges sanglants tout en augmentant la réputation de Tenochtitlan. La peur combinée à la stratégie était leur arme secrète, mais malgré toute cette préparation, toutes les conquêtes n'étaient pas simples. Certaines cités résistèrent farouchement, forçant les Aztèques à s'adapter. Ils formaient des alliances avec d'autres pouvoirs locaux, encerclaient les villes ennemies, coupèrent les approvisionnements et menèrent parfois des campagnes prolongées testant leur endurance. Leur capacité à coordonner plusieurs armées à travers vallées et lacs, tout en maintenant ligne de ravitaillement et communication, était extraordinaire pour l'époque. Et lorsqu'ils réussissaient, il ne s'agissait pas seulement de victoire, mais d'établissement du contrôle. Les Aztèques intégrèrent les peuples conquis dans leur empire, exigeaient tribut, imposaient loyauté et adoptaient parfois des dirigeants locaux dans l'administration impériale sous supervision. Un exemple frappant fut leur campagne contre les cités autour du lac Texcoco. Les forces de Tenochtitlan, souvent aux côtés de Texcoco et Tlacopan, soumirent méthodiquement chaque ville, exigeant non seulement la reddition, mais aussi l'intégration dans le système de tribus. Temples et marchés furent saisis, les élites locales remplacées ou contrôlées, et chaque conquête renforçait la domination croissante de l'Empire. Ces campagnes étaient autant économiques et administratives que militaires. Les villes conquises fournissaient richesses, ressources et main-d'œuvre, alimentant la prochaine vague d'expansion. Ce qui rendait ces conquêtes particulièrement efficaces, c'était la combinaison de brutalité impressionnante et de gouvernance méthodique. Les Aztèques n'étaient pas que des pillards, ils étaient des bâtisseurs d'empire. Chaque bataille, chaque siège, chaque ville conquise faisait partie d'une vision plus large, un réseau de territoires fournissant richesses, soldats et avantages stratégiques. Cette expansion implacable préparait le terrain pour la richesse et la splendeur incroyable de Tenochtitlan, que nous explorerons à travers la vie dans la ville, ses temples et les secrets cachés qui maintenaient l'Empire en activité. Pourtant, malgré tout ce pouvoir, les mêmes stratégies qui bâtissaient l'Empire semaient aussi les graines de sa vulnérabilité. Les villes pouvaient se révolter, les alliances se briser, et les ennemis extérieurs observaient, attendant le bon moment pour frapper. Les conquêtes aztèques nous rappellent que les empires s'élèvent non seulement par la force, mais par la stratégie, la psychologie et la compréhension du comportement humain, des leçons qui résonnent à travers l'histoire encore aujourd'hui. Art et culture interdits, musique, poésie et tabous dévoilés. Quand on pense aux Aztèques, la plupart imaginent des guerriers, des rituels sanglants et des temples imposants. Mais il existait un autre côté de cet empire, caché derrière les masques du pouvoir et de la peur. C'était le monde de l'art, de la musique, de la poésie et du savoir interdit, une expression intime, vibrante et parfois choquante d'une société à la fois créative et brutale. Et voici le twist. Beaucoup de ces formes d'expression étaient contrôlées, censurées ou tabous, ce qui signifiait que ce qui inspirait et enthousiasmait le peuple pouvait aussi leur causer de sérieux ennuis. La musique était partout, mais elle n'était pas que divertissement. Tambours, flûtes et hochets n'étaient pas de simples instruments, étaient des outils de rituel, de communication et même de manipulation. Certaines chansons étaient réservées aux prêtres ou aux guerriers, jouées uniquement lors de cérémonies sacrées. La mauvaise note jouée au mauvais endroit pouvait offenser les idoles, ou pire, mettre en colère votre souverain. La musique était un fil invisible reliant chaque niveau de la société, des marchés de Tenochtitlan aux grands temples dominant la ville. Comme pour la religion, certains rythmes et mélodies étaient interdits aux non-initiés, un code secret compris seulement par ceux formés à interpréter la signification spirituelle et politique de chaque battement. La poésie était aussi un art délicat. Les Aztèques maîtrisaient la métaphore, superposant des significations si profondément que l'auditeur occasionnel ne pouvait jamais en saisir la pleine portée. Les poètes étaient très respectés mais étroitement surveillés. Certains vers, surtout ceux remettant en question les esprits ou se moquant de l'empereur, étaient strictement interdits. Pourtant, les poètes trouvaient souvent des moyens astucieux d'insérer des commentaires sociaux dans leurs chansons et rimes, transformant la parole en arme subversive. Ces poèmes capturaient la beauté, l'humour, la tragédie et l'essence de la vie quotidienne aztèque, tout en naviguant sur le fil entre expression et danger. L'art visuel suivait le même schéma. Les Aztèques gravaient, peignaient et sculptaient des œuvres étonnantes,
souvent remplis de symboles à connotation religieuse et politique. Masques, bijoux, fresques et codex représentaient tout, des batailles et sacrifices aux esprits mythiques et merveilles naturelles. Mais certaines images étaient de restreintes ou tabous. Représenter un idole incorrectement ou créer une œuvre brouillant les hiérarchies sociales pouvait avoir de graves conséquences. Ainsi, l'art n'était pas seulement une expression personnelle, il renforçait l'autorité, la croyance et l'ordre social. Et pourtant, dans ces contraintes, les artistes trouvaient des moyens incroyables d'innover, superposant des significations cachées que seuls les plus érudits pouvaient décoder. Le thème de la culture interdite ne s'arrêtait pas à l'art et à la musique. Il existait des tabous sur ce qui pouvait être vu, dit ou exécuté en public. Certaines danses, chansons ou représentations étaient réservées à des classes, sexes ou âges spécifiques. Les femmes, par exemple, avaient des rôles uniques dans la musique et la poésie, exécutant souvent des chants lors de cérémonies privées ou de rituels inaccessibles au grand public. Leur voix était puissante mais contrôlée, leur performance un mélange de dévotion, d'art et de hiérarchie sociale. Même parmi les hommes, seuls les guerriers d'élite ou les prêtres pouvaient exécuter ou entendre certaines œuvres, renforçant l'idée que le savoir et le pouvoir étaient sélectifs. Fait intéressant, ces tabous avaient aussi un but pratique, protéger le savoir sacré et maintenir la structure sociale. En restreignant l'accès, les Aztèques garantissaient que les secrets religieux, politiques et militaires restaient entre les mains de ceux jugés dignes. Musique et poésie n'étaient pas que du divertissement, they étaient une porteur de sagesse, de morale et même de connaissances stratégiques. Une chanson mal jouée en bataille ou un poème mal interprété au tribunal pouvait créer le chaos, donc le système de contrôle assurait l'ordre tout en laissant place à la créativité. L'un des aspects les plus fascinants de la culture interdite aztèque est sa connexion avec d'autres parties de la société. Les rituels des guerriers, par exemple, incluaient souvent musique et poésie, fusionnant expression martiale et artistique. Les festivals combinaient performances, récits et danses cérémonielles, mêlant divertissement et dévotion. Même les présages et prophéties pouvaient s'exprimer artistiquement, à travers chansons codées ou fresques énigmatiques. Ainsi, l'art et la culture n'étaient pas isolés, ils étaient tissés dans le tissu même de la vie aztèque, influençant croyances, comportements et cohésion sociale. Bien sûr, la conquête espagnole perturba plus tard cette richesse culturelle. De nombreux codex, chansons et performances furent détruits ou supprimés, jugés païens et dangereux par les nouveaux arrivants. Pourtant, les vestiges survivants continuent de captiver historiens et passionnés, offrant un aperçu d'un monde où la créativité prospérait dans des limites strictes, où beauté et danger coexistaient, et où l'expression était autant affaire d'obéissance et de survie que d'art. La tromperie de Cortés, comme en mensonge et alliance, renversèrent un empire. Lorsque Hernán Cortés posa le premier pied sur les côtes du monde aztèque, il n'était pas seulement un conquistador espagnol à la recherche d'or. Il était un maître de la manipulation, et sa plus grande arme n'était pas son épée, mais son esprit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la chute de Tenochtitlan n'était pas une simple histoire de puissance militaire européenne contre guerriers indigènes. C'était une histoire de mensonges, de tromperies et d'alliances soigneusement construites qui retournèrent les forces de l'Empire contre lui-même. Au moment où Cortés tissa sa toile, les Aztèques ne faisaient plus face à une armée envahissante seulement, ils faisaient face à une trahison venue de l'intérieur. La première étape de sa stratégie fut de comprendre le paysage politique complexe. L'Empire aztèque n'était pas un monolithe, c'était un patchwork de cités-États conquises, dont beaucoup ressentirent du ressentiment face aux lourds tributs et aux exigences oppressives de la Triple Alliance. Cortés vit une opportunité où la force brute seule aurait pu échouer. Au lieu d'attaquer frontalement, il chercha ces groupes mécontents et leur promit la libération, ou du moins un soulagement de la domination aztèque. Tlaxcala, l'un des États voisins les plus puissants, devint un allié clé. Ils combattèrent les Aztèques depuis des décennies, et Cortés exploita magistralement cette animosité. En s'alliant aux guerriers tlaxcaliens, il ajouta des milliers de troupes à sa force espagnole relativement réduite. Soudain, une petite troupe de conquistadors n'était plus si petite. Mais les alliances n'étaient qu'une partie de la tromperie. Cortés joua également sur les croyances et superstitions aztèques. Moctezuma II, l'empereur, avait reçu des présages et prophéties annonçant l'arrivée d'étrangers venus de l'autre côté de la mer. Cortés se présenta subtilement comme une figure divine, une incarnation vivante de ces prédictions.
il ne se contenta pas de demander l'hospitalité de l'empereur, il manipula la peur et le respect de Moctezuma pour pénétrer à Tenochtitlan sans tirer un seul coup. Les Espagnols étaient à la fois invités, observateurs et manipulateurs, se déplaçant librement au cœur de l'Empire tout en complotant secrètement sa chute. Une fois dans la ville, la véritable guerre psychologique commença. Cortés savait que les Aztèques étaient organisés, disciplinés et fiers. Il utilisa donc des tactiques pour les déstabiliser de l'intérieur. Il captura Moctezuma, le maintenant en quelque sorte comme un pantin. Toute résistance des Aztèques pouvait être interprétée comme une rébellion contre leur propre souverain, créant confusion et hésitation parmi les défenseurs. En même temps, Cortés encouragea la dissension entre les différentes factions, rendant difficile la coordination d'une réponse unifiée. Chaque mouvement était calculé pour éroder la confiance, semer la peur et exploiter les tensions existantes, une stratégie aussi impitoyable que n'importe quelle manœuvre sur le champ de bataille. Une autre couche de tromperie venait de la communication. Cortés utilisa traducteurs, alliés et espions pour façonner le récit, contrôlant quelles informations atteignaient les dirigeants aztèques et quelles rumeurs circulaient dans la ville. Les mensonges étaient aussi efficaces que des flèches, et la désinformation devint une arme. Au moment où le conflit ouvert éclata, une grande partie de la population ne savait plus à qui se fier, affaiblissant le moral et rendant la résistance beaucoup moins efficace qu'elle n'aurait pu l'être autrement. Et puis vinrent les facteurs externes que Cortés utilisa à son avantage, souvent de manière imprévisible pour les Aztèques. Les maladies européennes, introduites involontairement, décimèrent la population et affaiblirent la structure sociale et militaire de l'Empire. Cortés n'avait peut-être pas planifié la variole, mais il exploita ses effets, chronométrant ses attaques pour tirer parti de communautés affaiblies. C'est un rappel glaçant que la conquête ne se résume pas toujours à l'affrontement direct. Parfois, il s'agit d'observer, manipuler et frapper lorsque les circonstances le permettent. Au moment où le siège de Tenochtitlan commença, la scène était prête. Les forces de Cortés, renforcées par des alliés indigènes, avaient déjà érodé les défenses de la ville de l'intérieur. La combinaison de stratégie militaire, manipulation politique et tromperie psychologique créa une tempête parfaite. Les Aztèques se battirent vaillamment, guerriers jaguars et aigles en tête des charges, utilisant pleinement les canaux et fortifications de la ville, mais les fractures semées par les mensonges de Cortés se révélèrent impossibles à surmonter. Ce qui aurait pu être une lutte prolongée se transforma en un effondrement dévastateur, accéléré par la trahison, la maladie et l'intelligence stratégique d'un homme qui comprit que la plus grande vulnérabilité d'un empire réside souvent dans sa propre complexité. La tromperie de Cortés enseigne une leçon sur le pouvoir au-delà du champ de bataille. La chute de l'empire aztèque n'était pas inévitable, il fut orchestré. En exploitant ressentiment, peur et superstition, il retourna les forces de l'empire contre lui-même. Chaque tribu exigée, chaque alliance politique formée, chaque prophétie interprétée à son avantage, tout faisait partie d'une stratégie qui remodela l'histoire. Et bien que les épées et canons retiennent la plupart de l'attention dans les livres d'histoire, c'est la tromperie, la manipulation et les alliances qui portèrent le coup final et décisif. Héritage aztèque, pratique controversée, qui fascine encore. Aujourd'hui, l'héritage aztèque ne se limite pas à un empire qui s'est élevé puis effondré. Il concerne aussi des pratiques, croyances et innovations culturelles qui continuent de susciter débats et fascination chez historiens, anthropologues et grand public. Comme évoqué précédemment, prenez le sacrifice humain. C'est la première image qui vient généralement à l'esprit. Et oui, les Aztèques réalisèrent ces sacrifices à une échelle inimaginable aujourd'hui. Mais pour eux, c'était bien plus que de la cruauté. C'était une nécessité religieuse, un moyen de soutenir le cosmos et d'honorer les esprits qui contrôlèrent le soleil, la pluie et la fertilité. Les guerriers capturés au combat participèrent souvent à ces rituels, et bien que cela puisse paraître brutal pour nous, cela renforçait la vision aztèque où vie et mort étaient profondément liées. Ces pratiques, terrifiantes, cimentaient le contrôle de l'Empire, démontrèrent le pouvoir et inspiraient la peur chez sujets et ennemis. L'intérêt moderne ne réside pas seulement dans l'horreur, mais dans la compréhension de la psychologie, du symbolisme et des systèmes de croyances qui les sous-tendaient. Au-delà du sacrifice, l'approche aztèque du gouvernement et de la hiérarchie sociale reste intrigante. Leur empire était l'un des plus sophistiqués des Amériques précolombiennes, avec un système de tribus complexe, des écoles spécialisées
et des classes sociales strictes. Nobles et guerriers jouissaient de privilèges et de pouvoir, tandis que les roturiers contribuaient par leur travail, leurs biens et parfois même leurs enfants pour l'entraînement militaire ou religieux. Pour les étrangers, cela pouvait sembler sévère, mais c'était un système minutieusement organisé qui permettait à une population relativement petite à Tenochtitlan de contrôler des millions de personnes dans des régions diverses. Les mécanismes de contrôle, des listes de tribus aux alliances entre cités-États, suscitent toujours l'admiration pour leur intelligence stratégique, même si la coercition choque la sensibilité moderne. Il y a aussi l'aspect culturel de l'héritage aztèque, souvent éclipsé par leurs conquêtes et rituels. Les Aztèques furent prolifiques en art, musique, poésie et littérature. Leurs codex, sculptures complexes et bijoux, témoignent d'une habileté technique et d'un sens esthétique comparable aux plus grandes réalisations du monde ancien. Fait particulièrement fascinant, certaines formes d'expression étaient considérées comme interdites ou sacrées, réservées uniquement à l'élite ou aux prêtres. La tension entre ce qui était public et ce qui était caché ajoute des couches à notre compréhension de la société aztèque. La musique et la poésie, par exemple, étaient à la fois divertissement et commentaires politiques, tissant messages de loyauté, d'histoire et de mandat divin, influençant la vie quotidienne et les pratiques cérémonielles. La religion elle-même reste un aspect profondément captivant de leur héritage. Les Aztèques vivaient dans un univers où les esprits intervenaient constamment, et présages, prophéties et superstitions n'étaient pas de simples croyances, des dictaient la vie et la mort. Les prêtres détenaient un immense pouvoir, interprétaient les signes, guidaient les dirigeants et manipulaient parfois les événements à des fins politiques. L'intégration de la religion à la gouvernance, à la guerre et à la vie quotidienne fait de l'Empire aztèque une étude fascinante de la manière dont pouvoirs spirituels et temporels peuvent s'entrelacer, produisant une société où dévotion et peur étaient indissociables. Pourtant, ce qui fascine le plus le public moderne, c'est la tension entre admiration et répulsion. Chercheurs, touristes et passionnés sont attirés par les Aztèques non seulement pour leur brutalité ou leur conquête, mais pour leur ingéniosité, organisation et vision du monde. Même aujourd'hui, rituels et symboles de leur culture inspirent art, festivals et études académiques. Le jour des morts, par exemple, bien que transformé par des siècles de mélange culturel, reflète les croyances aztèques sur l'hommage aux morts et le maintien de l'équilibre cosmique. Leurs exploits d'ingénierie, des Chinampas aux chaussées de Tenochtitlan, continuent d'inspirer admiration et études pratiques. La controverse persiste aussi dans les récits que nous racontons. Les Aztèques étaient-ils purement sanguinaires ou des bâtisseurs d'empires pragmatiques, opérant dans une vision du monde très différente de la nôtre? Le sacrifice humain définissait-il leur société, ou n'était-il qu'une partie d'une civilisation beaucoup plus large et sophistiquée? Ces questions alimentent encore le débat historique et maintiennent le public intrigué, montrant que la fascination pour l'héritage aztèque ne se limite pas au spectacle. Il réside dans la compréhension de la complexité des sociétés humaines et des interactions entre culture, croyances et pouvoir. L'Empire aztèque s'est effondré il y a plus de 5 siècles, mais ses échos restent vivants. De l'architecture impressionnante aux cérémonies sinistres, des structures sociales complexes aux philosophies religieuses profondes, l'Empire continue de défier notre compréhension du potentiel humain, de la morale et de la créativité. C'est un héritage qui refuse la simplification, nous obligeant à confronter l'inconfortable, admirer le brillant et explorer l'énigmatique. Et ce faisant, nous nous rappelons que les Aztèques n'étaient pas seulement un chapitre de l'histoire, mais étaient une civilisation dont l'influence, à la fois choquante et inspirante, résonne encore dans le monde aujourd'hui. Quel fait aztèque vous a le plus choqué? Ou quelle partie de leur culture trouvez-vous la plus fascinante? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais les lire. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire, appuyez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre plongeon profond dans les empires les plus fascinants du monde. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires incroyables. Tenochtitlan, la ville flottante, qui a émerveillé le monde. La première chose à savoir sur Tenochtitlan, c'est que ce n'était pas juste une ville. C'était comme rien de ce que l'on n'avait jamais vu. Posée au milieu d'un vaste lac, c'était une métropole construite sur l'eau, avec des canaux à la place des rues et des chaussées la reliant aux terres environnantes.
Imaginez marcher le long de routes de pierre traversant des eaux scintillantes, pendant que des canoës glissent devant des marchés animés et des temples s'élevant vers le ciel. L'audace de tout cela arrêtait les voyageurs nets. Mais comment une petite tribu a-t-elle réussi quelque chose qui émerveillerait même des ingénieurs européens des siècles plus tard? Voilà l'histoire que nous allons découvrir. Tenochtitlan fut fondée sur une petite île dans le lac Texcoco, guidée par une prophétie qui disait aux Mexicains de s'installer là où ils verraient un aigle perché sur un cactus, dévorant un serpent. Cette image devint emblématique, symbolisant non seulement la ville, mais le destin d'un empire en devenir. C'est presque poétique, la nature offrant un signe qui changerait l'histoire. Mais les Mexicains ne se reposaient pas seulement sur la prophétie, ils construisaient. Ils conçurent une ville défiant la géographie, utilisant un système de chinampa, ou jardin flottant, pour cultiver la nourriture directement sur l'eau. Ce n'étaient pas de petits lopins de verdure, c'était d'immenses parcelles fertiles qui nourrissaient des dizaines de milliers de personnes, assurant la prospérité de la ville, au milieu du lac tout en soutenant une population en pleine expansion. Et l'ampleur était stupéfiante. Tenochtitlan n'était pas un petit village. Au début du XVI, elle rivalisait avec les plus grandes villes européennes de l'époque. Les canaux traversèrent la ville comme des veines, transportant marchandises, personnes et même messages. Les ponts pouvaient être relevés ou retirés pour la défense, montrant que les Mexicains pensaient aussi bien stratégiquement qu'esthétiquement. Les marchés, oh, les marchés! Un voyageur décrivit le marché central comme une forêt de biens. Nourriture, bijoux, plumes et même esclaves étaient en échangés, orchestrés dans un chaos presque symphonique. Tenochtitlan n'était pas seulement fonctionnel, c'était un symbole de richesse, de pouvoir et d'ingéniosité. La vie religieuse imprégnait chaque coin de la ville. Les temples s'élevaient au-dessus des canaux, avec le Templo Mayor dominant l'horizon. Chaque jour, les prêtres menaient rituels, cérémonies et sacrifices, rappelant à tous que les divinités étaient au centre de la vie. Et pourtant, la ville n'était pas oppressante. Il y avait des écoles pour les enfants, des ateliers pour les artisans et des espaces pour la poésie, la musique et la danse. Tenochtitlan était un organisme vivant, où spiritualité, commerce et vie quotidienne s'entrelacèrent parfaitement. Il est facile d'oublier que tout cela fut construit par un peuple qui avait commencé comme une petite tribu errante seulement quelques siècles plus tôt. Leur maîtrise de l'ingénierie, de l'agriculture et de l'urbanisme était inégalée. Ponts, aqueducs et chaussées n'étaient pas seulement fonctionnels, ils étaient stratégiques. Les aqueducs apportaient l'eau douce dans la ville, les canaux permettaient un transport rapide des marchandises, et les jardins flottants garantissaient la sécurité alimentaire. Même la planification défensive était remarquable. La ville pouvait s'isoler du continent en cas de menace, et sa disposition rendait l'invasion extrêmement difficile. Les Mexicains savaient clairement comment combiner beauté et praticité. L'un des aspects les plus fascinants de Tenochtitlan est sa gestion de la croissance. Alors que les villes européennes s'étendaient souvent de manière chaotique, Tenochtitlan avait un plan directeur. Rues et canaux formaient une grille. Les quartiers étaient organisés par classe et profession, et les espaces publics étaient soigneusement conçus pour cérémonies et rassemblements. Ce niveau de planification montre une société valorisant l'ordre et la prévoyance, ce qui jouerait plus tard un rôle dans leur succès militaire et politique. Bien sûr, la grandeur de la ville attirait aussi l'envie. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent, ils étaient à la fois émerveillés et terrifiés. La ville flottante, avec ses tours, ses temples et ses marchés animés, semblait presque irréelle, une vision trop grandiose pour être crue. Mais cette splendeur ne pouvait pas protéger Tenochtitlan pour toujours. Les rencontres ultérieures avec Hernán Cortés et ses alliés exploiteraient les divisions au sein de la Triple Alliance, et malgré les défenses de la ville, la maladie et la guerre finirent par la faire tomber. Cette partie de l'histoire mène directement à la chute de l'Empire aztèque. Mais pour l'instant, le focus reste sur ce que les Mexicains ont accompli à l'apogée de leur puissance. Chaque coin de Tenochtitlan raconte une histoire, d'ingéniosité, d'ambition et de foi. C'était plus qu'une ville, c'était une déclaration. Une petite tribu pouvait s'élever pour remodeler le monde. En marchant le long de ces canaux ou en voyant le Templo Mayor s'élever au-dessus du lac, on ressentait le pouls d'une civilisation confiante, capable et osant rêver grand. Les sujets suivants plongeront dans les guerriers, les conquêtes et les rituels qui rendirent cet empire à la fois craint et respecté, mais Tenochtitlan elle-même
fut la scène où tout ce drame se joua. En fin de compte, penser à Tenochtitlan laisse admiratif. Une ville construite sur l'eau, prospérant contre toute attente, mêlant fonctionnalité et beauté époustouflante. C'était rien de moins qu'un miracle. Et bien qu'elle soit tombée, son histoire résonne à travers le temps, rappelant comment la créativité et la détermination humaine peuvent façonner des merveilles, même dans les lieux les plus improbables. La prochaine fois que vous entendrez parler des guerriers aztèques ou de leurs rituels terrifiants, souvenez-vous que tout cela prenait racine dans ce chef-d'œuvre flottant. Une ville qui a vraiment émerveillé le monde. L'héritage de Tenochtitlan ne réside pas seulement dans les ruines ou les reliques, il vit dans notre imagination, dans les leçons de planification, d'ingénierie et de résilience. C'est un rappel que les rêves les plus audacieux, lorsqu'ils sont réalisés avec vision et compétence, peuvent laisser des traces qui durent des siècles, voire des millénaires. Et cela, en soi, vaut la peine d'être raconté. Sang, gloire et rituel, les secrets des guerriers aztèques. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un entre dans une pièce et que vous savez immédiatement qu'il ne plaisante pas. C'est exactement l'aura que dégageaient les guerriers aztèques, mais multipliés par 100. Ils n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient des symboles vivants de pouvoir, de peur et de dévotion. Et non, il ne s'agit pas d'un cours d'histoire lointain et abstrait. Vous êtes sur le point de pénétrer dans un monde où l'honneur se mesurait au courage, et où le courage se payait souvent avec du sang. Commençons par les bases. Tout le monde ne pouvait pas devenir guerrier. Dès leur plus jeune âge, les garçons aztèques étaient formés au combat. Leurs leçons ne portaient pas seulement sur manier un gourdin ou esquiver des flèches. Il s'agissait d'endurance, de stratégie et surtout de comprendre la peur. On leur enseignait que la douleur était temporaire, mais la honte éternelle. Et croyez-moi, dans une société où votre réputation pouvait littéralement décider de votre vie ou de votre mort, il n'y avait aucune place pour la faiblesse. Une fois prêts, les jeunes guerriers ne combattaient pas seulement pour la gloire personnelle. Ils se battaient pour les idoles, pour les cités-États et pour une société obsédée par la hiérarchie. Le sang était partout, oui, mais ce n'était pas de la violence gratuite. C'était un langage. Chaque coup, chaque cicatrice, chaque ennemi capturé envoyait un message. Je suis loyal, je n'ai pas peur et j'honore les idoles. Les Aztèques avaient des règles très précises sur la manière de procéder. Le succès d'un guerrier ne se mesurait pas seulement au tuer, mais à sa capacité à capturer des ennemis vivants pour les sacrifices rituels. Horrible, absolument. Mais dans leur vision du monde, c'était à la fois un devoir moral et spirituel, un pont entre l'humain et le divin. Et là, les choses deviennent fascinantes. Les guerriers étaient classés en différents ordres, chacun avec son prestige et ses responsabilités. Il y avait les guerriers jaguars, prédateurs furtifs qui semaient la peur comme des ombres dans la nuit. Puis les guerriers aigles, féroces et précis, souvent en tête des charges, brisant les lignes ennemies avec un rugissement plus psychologique que physique. Leur armure était élaborée, non seulement pour la protection mais pour afficher leur statut. Plumes, peau de jaguar et motifs complexes n'étaient pas de la vanité, c'était un symbole de pouvoir. Et parlant de symboles, leur rituel était intense. Avant la bataille, les guerriers subissaient des cérémonies de purification, jeûnes, bains dans des eaux sacrées et prières à Huitzilopochtli, l'esprit de la guerre. Ce n'étaient pas des gestes symboliques. Les Aztèques croyaient que les esprits infusaient littéralement les braves de force. Il y avait même des cérémonies où les jeunes guerriers démontraient leur courage en s'affrontant sous le regard attentif des prêtres et des anciens, risquant parfois de graves blessures pour prouver leur valeur. Réussir ces épreuves signifiait que vous n'étiez pas seulement fort, vous étiez en quelque sorte divin, un instrument vivant des esprits. Mais n'oublions pas le côté sombre, celui qui choque notre sensibilité moderne. Le sacrifice humain n'était pas seulement un outil politique, il était profondément lié à l'identité de ces guerriers. Capturer des ennemis vivants prouvait leur habileté, leur discipline et leur bravoure. Les rituels qui suivaient étaient intenses, terrifiants et, selon leurs critères, nécessaires. On croyait que ces sacrifices soutenaient le cosmos, garantissant le lever du soleil et la pluie. Chaque guerrier apportant des captifs à l'autel était considéré comme un héros, un gardien de la vie elle-même. C'est brutal, oui, mais cela nous offre un aperçu d'un état d'esprit où survie, spiritualité et stratégie étaient indissociablement liées. La guerre aztèque n'était pas chaotique non plus. Les batailles étaient planifiées avec une précision incroyable. Éclaireurs, embuscades et formations faisaient partie de leur stratégie. Même face à des forces supérieures,
Les guerriers utilisaient l'intimidation, tambours, cris de guerre, visages peints et costumes, pour manipuler la psyché de l'ennemi. Il ne s'agissait pas seulement de muscle contre muscle, il s'agissait de contrôler la peur, de projeter le pouvoir et de s'assurer que la première flèche ou le premier choc d'épée jouait en votre faveur psychologiquement. Et bien que l'on pense souvent que tout cela concernait uniquement les hommes, les femmes jouèrent également un rôle. Elles n'étaient pas sur le front, mais prêtresses et femmes nobles influencèrent les stratégies, bénissèrent les guerriers et formaient même les jeunes aux cérémonies et rituels. Leur soutien renforçait les structures sociales et religieuses qui rendaient les guerriers si redoutables. Sans ce réseau, même le plus féroce jaguar ou aigle serait bien moins efficace. Ce qui frappe vraiment, c'est comment ces pratiques se reliaient à d'autres aspects de la vie aztèque. Collecte de tribus, politique et éducation étaient liées à l'éthique guerrière. Capturer des ennemis, recevoir des médailles d'honneur et montrer sa dévotion renforçaient une société obsédée par l'ordre, la hiérarchie et l'équilibre cosmique. Tout était connecté. Plus tard, à l'arrivée des Espagnols, cette structure rigide devint une vulnérabilité, mais c'est une autre histoire. Au final, les guerriers aztèques n'étaient pas seulement des soldats. Ils étaient les symboles des ambitions d'une civilisation, de son ferveur spirituelle et de sa quête incessante de pouvoir. Leurs rituels sanglants et leurs tactiques calculées n'étaient pas seulement brutaux, ils témoignaient d'un empire bâti sur la discipline, la peur et la gloire. Chaque cicatrice, chaque prisonnier capturé, chaque acte cérémoniel racontait une histoire de courage, de dévotion et d'engagement absolu envers un mode de vie qui, bien qu'étrange pour nous aujourd'hui, définissait l'essence même du monde aztèque. Et même si des siècles ont passé, leur héritage demeure. Quand nous pensons au courage, à la stratégie ou à l'intensité fascinante de la dévotion humaine à quelque chose de plus grand, nous pouvons encore l'entrevoir dans les ombres des peaux de jaguar et des plumes d'aigle. C'est un monde de sang et de gloire, oui, mais aussi de discipline, d'art et d'une vision du monde où chaque guerrier marchait sur le fil entre la vie, la mort et la divinité. Les secrets de ces guerriers aztèques résonnent à travers le temps, nous défiant de comprendre une culture qui maîtrisait à la fois la peur et la foi, comme nous peinons encore à le faire. Sacrifice humain, choquant, qui terrifiait même leurs ennemis. Il y avait une peur plus profonde que tous les cris de bataille, une peur qui faisait même hésiter les guerriers les plus farouches. Les Aztèques ne combattaient pas seulement avec des épées et des boucliers, ils avaient un rituel si terrifiant, si glacial, que les ennemis se rendaient parfois sans livrer un seul coup. Le sacrifice humain. Mais ce n'était pas une cruauté aléatoire. C'était une expression calculée et effrayante du pouvoir, de la religion et du contrôle, tissée dans le tissu même de la vie aztèque. Bien avant qu'une bataille ne commence ou qu'un empire ne s'étende, les Aztèques croyaient que les esprits demandaient du sang. Chaque goutte versée était censée soutenir le soleil, la pluie et même les récoltes. Sans cela, ils craignaient que le monde ne sombre dans l'obscurité. Les guerriers capturés n'étaient hantés pas de simples prisonniers, ils étaient des offrandes. Rien que cette idée fait frissonner aujourd'hui, mais pour les Aztèques, c'était une nécessité divine. Les mêmes guerriers qui plus tard attaquaient les villes voisines guidèrent souvent les captifs vers les temples sacrés. Il y avait un rythme étrange, un mélange de dévotion et d'intimidation qui laissait les étrangers tremblants. L'un des sites les plus célèbres de ces cérémonies était le Templo Mayor à Tenochtitlan. Dominant la ville, ce n'était pas qu'un lieu de culte, c'était une scène. Les victimes étaient souvent posées sur d'immenses autels de pierre, leur poitrine ouverte avec des couteaux d'obsidienne assez tranchants pour découper l'os. Les spectateurs, prêtres comme citoyens ordinaires, observaient chaque étape. L'objectif était de choquer, d'inspirer la crainte, et ça fonctionnait. Les histoires se répandaient bien au-delà des frontières de la ville, assurant que la réputation des Aztèques voyageait plus vite que n'importe quelle armée. Mais ce n'était pas qu'un spectacle. Les Aztèques avaient une logique spirituelle profonde. Ils croyaient qu'en offrant la vie, ils maintenaient l'équilibre cosmique. Le soleil, pensaient-ils, avait besoin de sang humain pour se lever chaque matin. La pluie et la fertilité en dépendaient. En essence, chaque sacrifice était une négociation avec le divin. Et pourtant, il y avait un coût humain indéniable, une réalité brutale que même les ennemis expérimentés ne pouvaient ignorer. Les tribus voisines savaient que la pire des fins attendait leurs proches capturés. La peur, autant que l'épée, devint un outil de l'Empire. Tous les sacrifices n'étaient pas des captifs de guerre. Certains étaient des esclaves,
d'autres des prisonniers de cités rivales, et parfois des volontaires. Oui, dans certains récits, certains se donnaient volontairement, cherchant honneur ou faveur aux yeux des esprits. Ce paradoxe, la mort comme punition et privilège, ajoute une dimension fascinante à l'histoire. Il montre aussi la complexité de la société aztèque. Terreur et dévotion, punition et révérence, tout était lié. Les cérémonies elles-mêmes variaient. Certaines comprenaient des danses et des chants élaborés, destinés à hypnotiser participants et spectateurs. D'autres étaient rapides et impitoyables pour démontrer la force brute. L'imprévisibilité nourrissait la légende. Soldats et émissaires venus de loin rapportèrent des récits des pyramides géantes, des prêtres en coiffe de plumes et du sang des victimes coulant sur les marches de pierre. Ces récits étaient si terrifiants que certaines communautés préféraient se soumettre plutôt que se rebeller. Ainsi, la peur devint une arme invisible, aussi importante que l'armée elle-même, étendant l'Empire sans tirer une seule flèche. Au-delà du spectacle immédiat, ces sacrifices renforçaient la hiérarchie sociale. Les prêtres détenaient un immense pouvoir, les rois démontraient leur force, et les guerriers se rappelaient constamment que leur victoire avait un but divin. Chaque rituel, chaque cri, chaque éclat d'obsidienne devenait une leçon. Voilà le prix de la défiance, et voilà la récompense de l'obéissance. Une leçon glaçante qui dépassait largement les murs de Tenochtitlan. Pourtant, l'aspect humain est impossible à ignorer. Les familles Aedea pleuraient en silence. Les captifs priaient pour obtenir miséricorde, et les citoyens vivaient avec la connaissance que survivre signifiait souvent complicité. Cette tension, mélange de dévotion, de terreur et de quotidien, rend les sacrifices aztèques si saisissants. Ils n'étaient surtout pas de simples actes de cruauté. Ils faisaient partie intégrante de l'identité de l'Empire, inséparable de ses triomphes et de sa chute éventuelle. Ce qui est remarquable, c'est comment cette culture de la peur a marqué l'histoire. À l'arrivée des Espagnols, ils furent horrifiés, même selon les standards de la conquête et de la guerre. Cortés et ses hommes comprirent vite que vaincre les Aztèques nécessiterait plus que la force militaire. Il faudrait aussi comprendre, manipuler et exploiter une société qui prospérait grâce aux rituels et aux spectacles. Mais cela, comme vous pouvez l'imaginer, est une autre histoire que nous explorerons plus tard. Pour les Aztèques, le sacrifice humain était le mélange ultime de terreur, de religion et de contrôle. Il a façonné leur empire, intimidé leurs ennemis et laissé un héritage qui fascine et horrifie encore aujourd'hui. Cela nous rappelle que le pouvoir ne réside pas seulement dans les armées ou les villes. Il dépend de la perception, de la croyance et des extrêmes auxquels les hommes sont prêts à aller pour le maintenir. Au final, le sang versé sur ces autels de pierre est devenu plus qu'un rituel. C'est une histoire qui résonne à travers les siècles, inscrivant les Aztèques dans l'histoire comme à la fois redoutés et inoubliables. Des captifs de guerre aux cérémonies ritualisées, ces sacrifices choquants constituaient l'épine dorsale d'un empire qui conquit par la peur, la dévotion et le spectacle. Et comme nous le verrons plus tard, lors du premier contact avec les Espagnols, cette peur soigneusement cultivée fut à la fois une force et une vulnérabilité. Les échos de ces sacrifices traversent encore l'histoire, nous laissant horrifiés et fascinés, nous demandant comment une société a pu mêler vie, mort et croyance de façon aussi complète. Voici la vérité sombre et captivante derrière les rituels les plus terrifiants des Aztèques, des actes qui ont façonné un empire et terrifié même ses ennemis les plus audacieux. Comment le tribut et les taxes ont rendu les Aztèques incroyablement riches. Quand on pense aux Aztèques, on imagine immédiatement des guerriers féroces ou des sacrifices humains massifs, mais il y avait un autre aspect de leur empire tout aussi puissant, l'argent. Et non, il ne s'agit pas de coffres remplis de pièces cachées sous les temples, il s'agit d'un système soigneusement calculé de tribus et de taxes qui transforma une petite cité-État en l'un des empires les plus riches du monde. En contrôlant ressources, main-d'œuvre et marchandises depuis chaque recoin de leur territoire, les Aztèques créèrent un flux de richesses si implacable qu'il en devenait presque choquant. Tout commença avec les bases. Une fois qu'une ville tombait sous contrôle aztèque, il ne s'agissait pas seulement de montrer du respect. La ville conquise devait fournir des tributs réguliers. Cela pouvait être n'importe quoi, grains de cacao, textiles tissés, plumes exotiques, voire esclaves. Chaque région avait sa spécialité, et les Aztèques étaient des maîtres pour extraire exactement ce dont ils avaient besoin pour maintenir leur économie florissante. Ce n'était pas aléatoire, c'était un système hautement organisé, et chaque tribu comportait des attentes strictes. Ne pas livrer,
on risquait des représailles militaires, mais livré régulièrement, l'Empire prospérait, transformant la richesse locale en prospérité à l'échelle de l'Empire. Prenons un moment pour apprécier l'importance de tout cela. Tenochtitlan, capitale de l'Empire, était une ville incroyable, non seulement un centre culturel et religieux, mais aussi un hub économique unique en Amérique à l'époque. Les rues étaient remplies de marchés animés, les canaux débordaient de canoës commerçants, et la population avait accès à des biens venus de centaines de kilomètres. Cette abondance n'était pas magique. Elle résultait du flux de tribus provenant de chaque recoin de l'Empire, canalisées systématiquement pour soutenir à la fois le peuple et la classe dirigeante. Les taxes ne servaient pas seulement à maintenir le luxe, elles jouaient aussi un rôle stratégique dans le contrôle de l'Empire. En collectant les tribus, les Aztèques garantissaient que les régions conquises restent dépendantes de l'autorité centrale. Prendre une ville par la force, c'est une chose, mais l'intégrer économiquement pour qu'elle n'ait d'autre choix que de coopérer, c'en est une autre. Les tribus n'étaient pas des exigences arbitraires, c'était un moyen ingénieux de créer loyauté, ou du moins obéissance, tout en alimentant l'infrastructure de l'Empire. Routes, temples et marchés dépendaient de ce flux continu de ressources. Plus le système était efficace, plus l'Empire devenait puissant. Et ce n'était pas seulement l'élite qui en bénéficiait. Artisans, marchands et paysans à Tenochtitlan prospéraient grâce à l'approvisionnement constant en matériaux. L'or des terres lointaines, les plumes colorées des régions tropicales, le cacao des vallées fertiles, tout passait par la ville centrale. Le résultat, une économie vibrante permettant à la capitale aztèque de se distinguer comme centre de richesse, de créativité et d'influence. Les commerçants pouvaient nous montrer des biens rares, les artisans créaient des pièces élaborées, et les prêtres menaient de grandes cérémonies sans crainte de pénurie. Le système de tribus avait également un effet psychologique. Les villes conquises savaient qu'elles faisaient partie de quelque chose de plus grand, mais elles ressentaient aussi le poids de l'obligation. En contrôlant le flux de richesses, les Aztèques n'étaient pas seulement riches, ils maîtrisaient l'économie, façonnant puissamment loyauté et dépendance sur des centaines de kilomètres. Et rappelez-vous, ce n'était pas un processus passif. Des fonctionnaires appelés Calpixques voyageaient constamment, inspectant les livraisons, vérifiant les quotas et rapportant à l'empereur. L'Empire fonctionnait comme une machine bien huilée, alimentée par un équilibre minutieux entre contraintes, incitations et peur. Il est fascinant de voir comment ce système était directement lié à la puissance militaire aztèque. Les tribus n'enrichissaient pas seulement la capitale, ils finançaient les armées, soutenaient les guerriers et assuraient que Tenochtitlan puisse projeter sa puissance sur de vastes territoires. Chaque plume, chaque fève de cacao, chaque pièce d'or était un outil dans la stratégie d'expansion de l'Empire. Plus le système de tribus était efficace, plus l'armée était forte, et plus il était facile de conquérir de nouvelles terres. D'une certaine manière, les taxes et tribus étaient les armes silencieuses de la domination aztèque, discrètes, structurées, mais redoutablement efficaces. Bien sûr, cette richesse avait ses conséquences. Une dépendance excessive aux tribus pouvait engendrer du ressentiment parmi les peuples conquis, ce qui jouerait plus tard un rôle dans la vulnérabilité face aux conquistadors espagnols. Mais à son apogée, ce système faisait des Aztèques une puissance économique. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des administrateurs, des planificateurs et des stratèges comprenant que l'argent, comme le pouvoir, pouvait devenir une arme. Alors, la prochaine fois que vous pensez à l'Empire aztèque, ne vous limitez pas aux temples ou aux guerriers jaguars. Pensez au réseau complexe de tribus et de taxes qui alimentait la croissance de l'Empire, soutenait ses citoyens et construisait l'une des civilisations les plus riches du monde. C'est une histoire de pouvoir, de stratégie et de richesse, tissée en un système unique et imparable. Et oui, cela a préparé le terrain pour leurs incroyables réussites, mais aussi pour les défis qui finiraient par mettre l'Empire à genoux, une histoire que nous explorerons davantage dans les sections sur la conquête, les guerriers d'élite et le siège de Tenochtitlan. Au final, les Aztèques nous montrent que la richesse ne se résume pas au trésor, il s'agit de contrôle, d'influence et de gestion intelligente. Et leur système de tribus, c'est une leçon sur la manière dont les économies peuvent être utilisées comme armes, tout aussi efficacement que des armées, façonnant un empire que le monde continue de regarder avec admiration et fascination aujourd'hui. La vie à Tenochtitlan. Luxe, temple et secret. Caché. Entrez à Tenochtitlan et vous pénétrez dans un monde à la fois rêve, spectacle
et énigmes. Cette ville vibrante de couleurs, de sons et de vie est difficile à imaginer pour la plupart des gens aujourd'hui. Les rues n'étaient pas de simples routes. Elles étaient des artères où circulaient marchands, prêtres, guerriers et familles. Les canaux scintillaient sous le soleil, transportant des canoës remplis de fleurs, de cacao et de plumes précieuses. Mais sous cette surface brillante, la vie à Tenochtitlan avait plusieurs couches, luxe, religion, politique et secrets que même les habitants ne percevaient pas toujours complètement. Pour l'élite, la vie était incroyablement luxueuse. Les palais n'étaient pas que des maisons, ils étaient des déclarations de statut. Sols incrustés de pierres colorées, murs ornés de fresques complexes et cours débordant de jardins. Certaines des familles les plus riches possédaient même leur propre jardin flottant, ou chinampa, pour fournir fruits exotiques, légumes et fleurs. Les artisans travaillaient sans relâche à créer bijoux, coiffes de plumes et poteries fines, qui n'étaient pas seulement décoratifs, ils symbolisaient le pouvoir, le statut et la dévotion religieuse. Si vous faisiez partie de la haute société, la vie tournait autour de l'influence du spectacle et de montrer à tous combien vous étiez important. Mais le luxe à Tenochtitlan n'était jamais séparé de la religion. Les temples dominaient le paysage, le plus célèbre étant le Templo Mayor, et la vie quotidienne tournait autour des esprits. Les rituels et offrandes se faisaient avec dévotion, et le calendrier dictait tout, de la plantation des cultures aux guerres, du mariage aux grandes fêtes. L'architecture de la ville reflétait cette intégration spirituelle profonde. Les chaussées et les places étaient alignées avec le soleil et les étoiles, et même la disposition des quartiers avait une signification cosmique. Les citoyens ordinaires ne pouvaient peut-être pas entrer dans les temples les plus hauts, mais la présence de l'autorité divine se ressentait partout. Il était impossible d'y échapper, même si vous le vouliez. Pour les citoyens ordinaires, la vie était remarquablement organisée. Les quartiers étaient divisés par profession et les structures sociales étaient claires. Les écoles enseignaient non seulement la lecture et la religion, mais aussi la discipline militaire pour les garçons et les compétences domestiques pour les filles. Les marchés prospéraient, centres de commerce et de commérage, où les marchands s'exprimaient par-dessus la foule, et où les acheteurs négociaient tout, du maïs au cacao en passant par les produits de luxe venus des coins les plus éloignés de l'Empire. La vie était vivante et communautaire, mais régie par des règles, des hiérarchies et la sensation que les idoles et les dirigeants observaient toujours. Cachés dans cette vie animée se trouvaient des secrets que les étrangers auraient trouvés stupéfiants. Les temples abritaient des objets sacrés, des rituels et même des connaissances réservées aux prêtres et à l'élite. Certains arts, comme la poésie et la musique, étaient parfois jugés trop puissants pour être connus de tous. Même la vie quotidienne était pleine de contrôle et de symbolisme. L'agencement des maisons, les chemins le long des canaux, la position des autels dans les cours, tout était soigneusement orchestré pour refléter les hiérarchies religieuses et sociales. C'est un peu comme admirer une tapisserie magnifique, pour découvrir ensuite que chaque fil a un sens qu'on ne remarque pas au premier regard. Luxe, religion et secret se mêlaient au pouvoir. Les nobles exercèrent leur autorité non seulement par la richesse, mais aussi grâce à des mariages stratégiques, des alliances et le contrôle des réseaux commerciaux. Les prêtresses et les fonctionnaires des temples influençaient les décisions de manière imperceptible pour le citoyen ordinaire. Même les guerriers, vénérés dans tout l'Empire, suivaient un code strict et leurs démonstrations publiques de bravoure renforçaient l'ordre social. Chaque aspect de la vie à Tenochtitlan, du palais le plus grand au plus humble jardin flottant, faisait partie d'un système soigneusement équilibré qui maintenait la ville prospère et l'Empire puissant. Pourtant, la vie à Tenochtitlan n'était pas sans tension. Derrière les marchés et les fêtes se cachaient rivalités politiques, attentes religieuses et pression sociale. Si vous ne respectiez pas les règles, vous risquiez humiliation publique ou pire. Les mêmes temples qui inspiraient l'admiration rappelaient aussi la mortalité, le sacrifice et les exigences des esprits. Ainsi, Tenochtitlan enseignait à ses habitants que beauté, confort et pouvoir n'étaient jamais gratuits. Ils demandaient obéissance, habileté et attention constante. Un aspect fascinant de la vie quotidienne était la manière dont Tenochtitlan équilibrait les espaces publics et privés. Les maisons pouvaient sembler modestes de l'extérieur, mais à l'intérieur, on y trouvait décorations complexes, hôtels privés et trésors familiaux. Les temples étaient ouverts pour les cérémonies, mais leurs sanctuaires intérieurs restaient strictement réservés.
Cette tension entre ouverture et secret imprégnait la ville et lui donnait un rythme que les étrangers comprenaient rarement. Les visiteurs européens furent alors plus tard émerveillés par cette sophistication, mais n'aperçurent sans que des fragments de la véritable vie intérieure. En explorant Tenochtitlan, on ne peut s'empêcher de penser à l'empire aztèque plus vaste. La vie dans la ville n'était pas séparée de la conquête, du tribut ou de la politique. Tout était profondément interconnecté. La richesse arrivait des régions conquises, les guerriers s'entraînaient pour défendre la ville et étendre son influence, et la religion justifiait à la fois le luxe et la discipline. La ville flottante était un joyau, mais aussi le centre nerveux d'un empire en constante évolution. Esprit du pouvoir, une religion qui contrôlait chaque aspect de la vie. Fermez les yeux un instant et imaginez un monde où chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque décision était observé par des forces invisibles. Pour les Aztèques, ce n'était pas de l'imagination, c'était la vie quotidienne. La religion n'était pas un rituel du week-end ni un hobby personnel, c'était l'air qu'ils respiraient, le rythme des rues et la main invisible guidant chaque action dans l'empire. De la naissance d'un enfant aux derniers jours des plus grands guerriers, les esprits dictaient leur monde d'une manière que nous pouvons à peine comprendre aujourd'hui. Au centre de ce système de croyances se trouvait Huitzilopochtli, l'esprit du soleil et de la guerre. Il n'était pas seulement une figure des histoires, il était une présence vivante exigeant dévotion, courage et parfois du sang. Les Aztèques croyaient que le soleil cesserait de se lever s'ils ne l'honoraient pas correctement. Cela impliquait des sacrifices, des rituels ou des captifs humains, souvent pris par les guerriers aztèques, étaient offerts pour assurer le voyage du soleil à travers le ciel. Les enjeux n'étaient pas abstraits, ils étaient existentiels. Un manquement à la dévotion pouvait signifier un désastre cosmique, et chacun ressentait cette pression. Mais Huitzilopochtli n'était pas seul. Il y avait Tlaloc, l'esprit de la pluie, qui contrôlait l'eau nourrissant les cultures, et Quetzalcoatl, le serpent à plumes, symbole de connaissance et de création. Chaque esprit avait son domaine, et chaque événement de la vie, agriculture, guerre, mariage, était lié à ces forces divines. Les Aztèques ne voyaient pas leur monde comme chaotique. Ils le percevaient comme un équilibre délicat maintenu par des rituels, prières et offrandes. Même la construction de Tenochtitlan, la ville flottante, portait une signification religieuse, de l'emplacement des temples aux routes cérémonielles. Chaque pierre, chaque canal, chaque marché avait une résonance spirituelle. La religion n'était pas non plus séparée de la politique. L'empereur, le Huitlatolani, n'était pas seulement un dirigeant, il était le représentant terrestre des idoles. Son autorité n'était pas seulement administrative, elle était sacrée. Lorsqu'il dirigeait des cérémonies ou déclarait la guerre, ce n'était pas simplement pour le pouvoir ou l'expansion, c'était un devoir religieux. Même la célèbre Triple Alliance, qui contrôlait une grande partie du Mexique central, était unie non seulement par la politique, mais par la dévotion partagée aux idoles. Religion et pouvoir étaient indissociables. Les rituels eux-mêmes étaient incroyablement complexes. Il existait des fêtes pour presque chaque divinité, chacune avec ses propres cérémonies élaborées. Lors du festival Toxcatl, par exemple, un jeune homme choisi vivait comme une idole divine pendant 1 an avant d'être sacrifié dans un rituel culminant. Le peuple croyait que cet acte honorait les esprits et renouvelait le monde. Festins, danses, musique et poésie s'entremêlaient dans ces cérémonies, faisant de la religion une expérience immersive touchant chaque aspect de la vie aztèque. L'éducation reflétait également ce focus religieux. Les écoles n'enseignaient pas seulement la lecture ou les mathématiques. Les enfants apprenaient les histoires des idoles, le sens des rituels et l'importance de la conduite morale sous la loi divine. Les guerriers s'étaient formés pour honorer Huitzilopochtli, les agriculteurs pour apaiser Tlaloc et les prêtres pour interpréter les présages et guider la société. Chaque rôle, du marchand au noble, comportait une responsabilité spirituelle. Cette intégration de la religion dans la vie quotidienne créait un empire où la croyance n'était pas optionnelle, c'était une question de survie. Les présages, prophéties et signes étaient pris très au sérieux. Une comète, une éclipse, ou même l'apparition d'un animal étrange pouvaient dicter des mouvements politiques ou des campagnes militaires. Dirigeants et citoyens consultèrent les prêtres avant toute décision majeure. Si un oiseau messager apparaissait au mauvais moment, cela pouvait changer le cours d'une bataille ou d'une fête. Vie et mort, prospérité et famine, paix et guerre, tout était perçu comme la volonté des divinités,
et les Aztèques naviguaient dans ce monde avec un soin méticuleux. Et pourtant, si la religion imposait peur et obéissance, elle inspirait aussi émerveillement et beauté. Les temples de Tenochtitlan étaient des merveilles architecturales, ornées de statues, sculptures et fresques colorées représentant des batailles cosmiques. Musique, poésie et danse étaient imprégnées de sens divin, transformant les arts en dialogue spirituel. Même les actes quotidiens, comme planter une récolte ou tisser un tissu, étaient accompagnés de prières et d'offrandes, transformant la vie de tous les jours en rituel continu honorant le divin. Cette profonde intégration de la foi et de la vie explique aussi pourquoi les Aztèques étaient si loyaux envers leur empire. Il ne s'agissait pas seulement de loyauté envers un roi ou une ville, c'était la fidélité à un ordre cosmique exigeant respect et participation. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent, ils rencontrèrent non seulement des guerriers et des villes, mais une société entière organisée autour de la dévotion, de la peur et de la révérence envers des idoles, dont le pouvoir façonnait chaque aspect de l'existence. Ce choc n'était pas seulement culturel, il était spirituel, une confrontation entre deux visions fondamentalement différentes de la vie, de la mort et de l'univers. Guerrier d'élite, jaguar, aigle et l'art de l'intimidation. Dès qu'un ennemi apercevait un guerrier aztèque, il savait qu'il allait affronter quelque chose de terrifiant, pas seulement à cause de la taille de l'armée ou des formations disciplinées, mais à cause des guerriers eux-mêmes. Les Aztèques avaient des combattants d'élite qui n'étaient pas seulement des soldats, étaient des symboles, des incarnations vivantes de la peur, de l'habileté et du statut. Jaguar, aigle, ce n'étaient pas que des mascottes ou des noms accrocheurs. C'était une classe de guerriers formée dès l'enfance pour inspirer l'admiration, dominer le champ de bataille et imposer la volonté de l'Empire. Leur histoire est aussi fascinante que brutale. Ces guerriers d'élite n'étaient pas nés pour ces rôles, dès les méritaient. Un roturier pouvait gravir les échelons en capturant des ennemis au combat, en démontrant habileté, courage et stratégie. Et ce n'était pas une mince affaire. Pour prétendre devenir un guerrier aigle ou jaguar, il fallait se prouver à plusieurs reprises, affrontant des batailles pèse-mortelles et survivant face à des adversaires lourdement armés. Dans cette société, l'honneur, la compétence et la réputation comptaient plus que la naissance, du moins dans la hiérarchie militaire. En fait, beaucoup des généraux les plus célèbres de l'Empire venaient de milieux modestes. Leur nom gravé à jamais dans l'histoire aztèque grâce à leur prouesse sur le champ de bataille. Les guerriers jaguars étaient la terreur de la nuit. Vêtus de peau de jaguar, ils se déplaçaient avec furtivité et férocité, semant la peur dans le cœur de leurs ennemis. Ils incarnaient les qualités du jaguar, force, férocité et imprévisibilité. Les aigles, eux, représentaient le soleil, planant au-dessus du champ de bataille, frappant rapidement et puissamment. Leur armure, ornée de plumes et de motifs symboliques, n'était pas seulement protectrice, c'était une arme psychologique. Voir ces guerriers avancer en formation, poussant des cris de guerre, vêtus des peaux et plumes d'animaux vénérés, pouvait déstabiliser même les ennemis les plus aguerris. Et rappelez-vous, ceci avant même le combat rapproché, l'intimidation seule était déjà une forme de victoire. L'entraînement de ces classes d'élite était intense. Dès l'âge de 10 ans, les garçons entrèrent dans le monde calme mais strict des écoles militaires, appelées Telpochcali, où discipline, endurance et stratégie leur étaient inculquées quotidiennement. Il ne s'agissait pas seulement de prouesse physique, bien que cruciale. La résistance mentale, la pensée tactique et la connaissance des faiblesses ennemies étaient tout aussi importantes. Ils apprenaient à manier diverses armes, from le macuahuitl, une épée en bois incrustée de lames d'obsidienne, aux atlatl pour lancer des javelots. Et oui, ces armes étaient mortelles. Le macuahuitl en obsidienne pouvait trancher armure et os, transformant chaque guerrier en instrument ambulant de peur. Être un guerrier d'élite n'était pas seulement une question de compétence au combat, c'était aussi un statut et une influence sociale. Ces guerriers bénéficiaient de privilèges, comme de meilleures conditions de vie, l'accès à des biens luxueux et le respect à travers l'Empire. Leur présence renforçait la hiérarchie sociale, montrant à tous que courage et compétence pouvaient élever une personne au-dessus de l'ordinaire, même dans une société rigide. Et bien qu'ils fussent vénérés, ils avaient aussi d'énormes responsabilités. Ils devaient diriger d'autres guerriers, imposer l'expansion de l'Empire et souvent participer à des rituels renforçant leur lien avec l'esprit de la guerre. À propos des rituels, beaucoup de ces guerriers étaient étroitement liés à la religion aztèque.
Ils ne combattaient pas seulement pour la conquête, mais se battaient comme instrument de la volonté divine. Les victoires au combat étaient considérées comme des offrandes aux idoles, particulièrement Huitzilopochtli, l'esprit du soleil et de la guerre. Capturer des ennemis pour le sacrifice était un aspect clé pour démontrer compétence et dévotion. Le courage d'un guerrier ne se mesurait pas seulement aux ennemis tués, mais à sa capacité à remplir ce devoir sacré, mêlant religion et excellence martiale. Cette connexion entre foi et peur les rendait redoutables psychologiquement, à la fois pour les ennemis et pour leur propre peuple. Les guerriers d'élite jouaient également un rôle crucial dans l'expansion de l'Empire. Leurs compétences étaient essentielles lors des conquêtes brutales qui apportaient des tribus des cités voisines, nourrissant l'économie et renforçant le pouvoir politique. Et quand on pense au système de tribus évoqué précédemment, il devient clair que ces guerriers n'étaient pas seulement des symboles d'intimidation, ils étaient les moteurs qui maintenaient l'Empire riche, discipliné et craint dans toute la région. Leur victoire faisait affluer les tribus, leur présence assurait l'obéissance et leur réputation renforçait la domination aztèque. Mais tout n'était pas gloire. La vie d'un guerrier d'élite était dangereuse, épuisante et souvent courte. Les batailles étaient brutales, et l'échec pouvait signifier non seulement la mort, mais aussi le déshonneur. Et même s'ils étaient célébrés, la pression pour performer, capturer des ennemis et maintenir leur statut pouvait être immense. Chaque rencontre testait habileté, courage et ruse. Même les meilleurs pouvaient tomber, mais ceux qui réussissaient façonnaient l'histoire, laissant derrière eux des légendes qui fascinent encore chercheurs et conteurs aujourd'hui. Femmes d'influence, reines, prêtresses et jeux de pouvoir cachés. Quand la plupart des gens pensent à l'Empire aztèque, ils imaginent immédiatement guerriers, sacrifices humains et temples imposants. Mais il y a une autre histoire souvent négligée, celle des femmes. Et pas n'importe quelle femme. Je parle des reines, des prêtresses et des figures puissantes qui opérèrent dans l'ombre, façonnant la politique, la religion et même la guerre. La vie d'une femme aztèque n'était pas seulement domestique, c'était un échiquier d'influence, de stratégie et parfois de survie. Commençons par les reines. Ces femmes n'étaient pas de simples figures ornementales dans un palais. Elles conseillaient souvent l'empereur, exerçant un pouvoir subtil capable d'influencer les décisions politiques. Le mariage d'une reine n'était pas seulement une union personnelle, c'était une alliance stratégique renforçant la loyauté des nobles, sécurisant les relations commerciales ou apaisant des factions rivales. Dans l'intimité, une reine pouvait influencer qui montait dans la cour, qui recevait des faveurs et parfois même qui était envoyé au combat. Leur rôle exigeait intelligence, tact et capacité à lire à la fois l'empereur et le paysage politique plus large. Ensuite, il y avait les prêtresses, femmes opérant à l'intersection de la religion et du pouvoir. Dans une société où les idoles dictaient tout, de la guerre à l'agriculture, être médiatrice entre le divin et le monde mortel n'était pas une mince responsabilité. Les prêtresses réalisaient des rituels, dirigeaient des cérémonies et interprétaient parfois des présages guidant les décisions de l'Empire. Le Templo Mayor et d'autres lieux sacrés n'étaient pas uniquement des domaines masculins. Les femmes jouaient un rôle essentiel dans le maintien du tissu spirituel de la ville, et leur influence n'était pas toujours visible, comme les racines d'un grand arbre. Leur travail soutenait la structure au-dessus, guidant rois et guerriers sans jamais chercher la lumière des projecteurs. Mais le pouvoir ne passait pas uniquement par des fonctions officielles. Les femmes aztèques pouvaient exercer leur influence par des réseaux de patronage et de liens familiaux. Une noble pouvait manipuler des alliances par des mariages stratégiques, en partageant des secrets ou en utilisant des rumeurs. Dans de nombreux cas, les décisions les plus délicates de l'Empire, qui montraient qui serait puni, quelle faction serait favorisée, étaient influencées par des murmures derrière les murs du palais. On pourrait penser que cela se passait dans l'ombre, mais en réalité, ces jeux de pouvoir cachés pouvaient décider du sort de régions entières ou d'armées. Un des aspects les plus fascinants est la manière dont les femmes équilibraient autorité publique et privée. Alors que l'empereur et les guerriers dominaient les cérémonies publiques, les femmes contrôlaient souvent les rituels privés, l'éducation des enfants et le savoir religieux. Elles étaient les gardiennes de la culture et de la tradition, assurant la transmission intacte des valeurs et pratiques, génération après génération. Une seule prêtresse pouvait enseigner aux jeunes nobles les rituels déterminant quand planter, quand mener des batailles ou comment interpréter les prophéties, des décisions dont les répercussions se faisaient sentir dans tout l'Empire. Bien sûr, la vie des femmes n'était pas uniforme. Le statut social déterminait le niveau d'influence possible.
Les roturières avaient des responsabilités domestiques, mais même elles jouaient un rôle important dans la vie familiale, les métiers et les activités religieuses locales. Leur contribution, bien que moins célébrée, était essentielle au fonctionnement des quartiers, des marchés et de la vie quotidienne. En ce sens, chaque femme aztèque détenait une forme d'influence, qu'elle soit visible ou subtile, formelle ou informelle. Un autre point à considérer est l'intersection du pouvoir féminin avec le militaire. Les guerriers d'élite comme les jaguars et aigles dépendaient souvent du soutien de la maison. Les familles, en particulier les femmes, géraient les ressources, préparaient les provisions et assuraient que les guerriers disposaient du soutien nécessaire. Le succès des campagnes et la stabilité de l'Empire dépendaient de ce travail souvent invisible, montrant que l'influence ne passait pas seulement par des discours à la cour, elle pouvait concerner la logistique, la stratégie et la supervision attentive de ressources critiques. Même dans l'art et la culture, les femmes laissaient leur empreinte. Musique, poésie, tissage et danse cérémonielle impliquaient souvent des participantes féminines qui préservaient histoire, codex et savoir sacré. Elles étaient centrales pour maintenir le rythme social et religieux de Tenochtitlan, et leur contribution culturelle renforçait l'autorité de la hiérarchie masculine, tout en affirmant subtilement leur propre pouvoir. Pourtant, le pouvoir des femmes n'était jamais sans danger. Une erreur pouvait entraîner la ruine sociale, voire pire, des accusations entraînant des punitions. Équilibrer influence, secret et survie étaient un défi constant. Chaque décision avait un poids, et chaque mot pouvait se propager dans le fragile réseau d'alliances et de rivalités qui définissait l'Empire. D'une certaine manière, leur vie était aussi stratégique et risquée que les campagnes militaires menées par les guerriers aztèques. Quand on observe l'Empire aztèque, il est facile de se concentrer sur les aspects dramatiques et terrifiants, guerre, sacrifice, conquête. Mais les femmes nous rappellent que la force de l'Empire ne résidait pas uniquement dans les épées et les lances. Elle se trouvait dans le pouvoir invisible, subtil et souvent négligé des reines, prêtresses et femmes ordinaires dont les actions façonnaient en politique, religion et culture. Leurs histoires se connectent directement au temple, au marché et même aux décisions de l'empereur, montrant que la vie à Tenochtitlan et dans tout l'Empire était bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Présages, prophéties et superstitions qui ont façonné les décisions. Dans l'Empire aztèque, chaque choix, de la déclaration de guerre à la construction d'un temple, n'était pas seulement politique, c'était un dialogue avec l'invisible. Les Aztèques croyaient que le monde était rempli de messages des esprits et les ignorer pouvait être fatal. Du sang sur l'autel, une comète traversant le ciel, la mort soudaine d'un animal, chacun était un signal, un avertissement ou une promesse. Pour les étrangers, cela pouvait sembler superstitieux, mais pour les Aztèques, ces présages guidaient l'Empire, façonnaient les guerriers et influençaient même les rois. Le premier pas pour comprendre cela est le Tonalpo Wali, le calendrier sacré. Il ne servait pas seulement à compter les jours, il permettait d'interpréter le destin. Les prêtres lisaient le calendrier pour déterminer les moments propices aux cérémonies, batailles, mariages et couronnements. Un faux pas au mauvais jour pouvait apporter la catastrophe. Rois, conseillers et généraux dépendaient de ces interprétations. Si un jour était considéré comme néfaste, les armées pouvaient retarder leur campagne et les sacrifices être intensifiés pour apaiser les esprits. Tout était connecté. Une toile de causes et conséquences régie par les motifs célestes. Comètes, éclipses et autres phénomènes célestes étaient des signes puissants. Par exemple, une éclipse solaire n'était pas qu'un phénomène astronomique. C'était un avertissement que l'ordre naturel pouvait être perturbé. Les temples se remplissaient de prêtres anxieux qui effectuaient des rituels élaborés pour assurer les idoles que l'équilibre était rétabli. Pendant ce temps, généraux et rois repensèrent leurs plans. Dans un récit légendaire, un alignement inhabituel des étoiles aurait retardé une campagne militaire, sauvant de nombreuses vies. Pour les Aztèques, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient les esprits s'exprimant directement. Les animaux aussi étaient des messagers. L'apparition ou la mort soudaine d'oiseaux, jaguars ou serpents pouvait dicter des décisions majeures. Un jaguar près d'un temple pouvait être interprété comme un signe de guerre imminente. Un vol d'oiseaux inhabituels pouvait être lu comme la volonté de Tlaloc, l'idole de la pluie. Les Aztèques s'entraînaient à observer attentivement le monde, sachant que chaque événement, aussi petit soit-il, pouvait avoir de lourdes conséquences. Les étrangers jugèrent souvent ces croyances irrationnelles,
Mais au sein de l'Empire, elles étaient des outils stratégiques, guidant tout, de la diplomatie à la conquête. Encore plus fascinantes étaient les prophéties qui façonnaient le destin de l'Empire. L'une des plus célèbres concernait l'arrivée d'étrangers à la peau pâle. Bien avant l'arrivée des Espagnols, certains récits suggèrent que des présages annonçaient la venue d'inconnus qui défieraient les pouvoirs en place. Ces prophéties créaient tension et curiosité, influençant décisions sur fortifications, alliances et rituels. Lorsque Hernán Cortés arriva enfin, certains dirigeants aztèques hésitèrent, se rappelant peut-être ces avertissements ou les interprétant mal, avec des conséquences catastrophiques. L'interaction entre prophétie et politique était constante et clé pour comprendre l'ascension et la chute de l'Empire. Les prêtres, ou tlatoani du sacré, étaient essentiels pour interpréter ces signes. Ils détenaient un immense pouvoir en revendiquant une vision divine. Un dirigeant ignorant leurs conseils risquait de provoquer la colère des idoles, de perdre sa légitimité ou de faire face à la rébellion. Une prophétie bien placée pouvait justifier guerre, conquête ou punition sévère, tandis qu'un présage orchestré pouvait mobiliser la population ou intimider les ennemis. Religion, superstition et gouvernance étaient des fils indissociables dans le tissu de la société aztèque. Même les citoyens ordinaires étaient concernés. Chaque festival, sacrifice et rituel visait à honorer les esprits et à aligner l'action humaine avec la volonté cosmique. Une famille pouvait consulter un prêtre avant de déménager, se marier ou commercer. La peur de déplaire à l'ordre divin était autant un moteur que l'ambition ou la loyauté. La force de l'Empire reposait non seulement sur les guerriers et les cités, mais aussi sur l'adhésion collective à une vision du monde où chaque choix était sacré. Ce qui frappe, c'est comment la superstition renforçait la hiérarchie. Les prêtres contrôlaient le savoir, les dirigeants agissaient selon les conseils divins, et les guerriers exécutaient des campagnes supposées bénies ou averties par les idoles. Même la stratégie militaire était profondément liée aux observances rituelles. En étudiant les conquêtes aztèques, on voit que le succès n'était rarement attribué uniquement à l'habileté ou à la force. La faveur des esprits était considérée comme tout aussi essentielle. Les batailles pouvaient être gagnées ou perdues, selon la préparation, l'obéissance et l'interprétation des signes célestes. Pourtant, cette dépendance aux présages et prophéties créait aussi des vulnérabilités. À l'arrivée des Espagnols, ils exploitaient les malentendus sur les signes, combinant intimidation et manipulation habile. La croyance aztèque dans l'ordre divin fut utilisée contre eux, montrant que même le système de superstition le plus sophistiqué pouvait devenir une faiblesse face à un adversaire rusé. Les outils qui guidaient l'Empire depuis des siècles devinrent soudain source de confusion, d'hésitation et d'erreurs de jugement. En fin de compte, présages, prophéties et superstitions n'étaient pas de simples rituels curieux, déstructuraient la vie, la politique et la guerre dans l'Empire aztèque. Chaque décision était filtrée à travers le prisme de la volonté divine, et la ligne entre religion et gouvernance était invisible. Pour comprendre les Aztèques, il faut voir leur monde comme ils le voyaient, vivant de messages, avertissements et promesses des idoles. Ces croyances façonnaient les empires, guidèrent les guerriers et rythmaient la vie quotidienne. Elles rendirent les Aztèques prudents, stratégiques et parfois craintifs, mais toujours dévoués. Et comme le montreront les événements ultérieurs, ce même dévouement, combiné à des étrangers imprévus et à des erreurs catastrophiques, influencerait le destin de l'Empire de manière tragique et inoubliable. Premier choc, Aztèques contre conquistadors espagnols. Lorsque Hernán Cortés et sa bande de conquistadors espagnols débarquèrent sur les côtes du Mexique en l'an 1521, les Aztèques ne rencontrèrent pas seulement de nouveaux hommes. Ils firent face à une force si étrangère, si sans précédent, qu'elle ébranla leur monde entier. Tenochtitlan, avec ses jardins flottants, ses grands temples et ses marchés animés, n'avait jamais vu de tels hommes en armure à cheval, portant des armes capables de transpercer l'armure et produisant une fumée qui étouffait l'air. Pour les Aztèques, ce fut un mélange de fascination, de peur et de confusion. Mais comment cette première rencontre, qui aurait pu sembler une curiosité étrange, devint-elle le début de l'effondrement d'un empire? L'histoire commence avec Moctezuma II, l'empereur des Aztèques. Homme profondément lié aux esprits, aux étoiles et aux présages guidant son peuple, Moctezuma fit face à une situation qu'il pouvait à peine imaginer. Les Espagnols arrivèrent à un moment où circulèrent déjà des rumeurs sur des êtres étranges venus de l'Est. Certains croyaient que ces étrangers pouvaient être des messagers divins, voire des idoles elles-mêmes.
Le moment coïncidait avec la prophétie de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui devait revenir de l'Est. Moctezuma hésita, en voyant des cadeaux en or et objets précieux, essayant de déterminer si ces hommes étaient Aquarias êtres divins, des marchands ou des envahisseurs. Du côté espagnol, Cortés comprenait le pouvoir psychologique de ses premières impressions. Il encouragea la confusion des Aztèques, se présentant comme un représentant de forces puissantes et exploitant leur révérence pour les présages. Les chevaux, jamais vus par les Aztèques, devinrent des symboles de puissance terrifiante. Les canons tonnaient, les mousquets crépitaient, faisant reculer même les guerriers les plus aguerris. Les Espagnols ne se contentaient tantôt pas de combattre, ils jouaient une sorte de théâtre, utilisant technologie, spectacle et diplomatie calculés pour déstabiliser les dirigeants aztèques. En même temps, l'empire aztèque n'était pas fragile. C'était une société sophistiquée, riche en connaissances sur la guerre, la politique et le commerce. Mais le choc du premier contact révéla des vulnérabilités que les Espagnols exploiteraient plus tard. Moctezuma laissa Cortés et ses hommes entrer à Tenochtitlan, pensant que négociations et diplomatie pourraient protéger sa ville. Il les hébergea dans des palais somptueux, offrit nourriture, cadeaux et respect, tout en essayant de comprendre leurs intentions. Mais chaque geste d'hospitalité se transformait lentement en levier. Cortés utilisa cet accès pour semer la division, recueillir des informations et former des alliances avec des tribus qui avaient longtemps ressenti de l'animosité envers la domination aztèque. Ce qui est étonnant, c'est la rapidité avec laquelle les dynamiques changèrent. Les Espagnols n'étaient que quelques centaines, mais ils avaient des chevaux, des armes à feu, des armures en acier et des tactiques inconnues des guerriers aztèques. Pendant ce temps, les Aztèques, qui avaient conquis des États voisins pendant des décennies et accumulé l'une des armées les plus redoutables de Mésoamérique, peinaient à réagir. Leurs stratégies, brillantes dans les conflits régionaux, furent perturbées par la nouveauté absolue de la guerre européenne. Ce qui avait été un théâtre de conquête prévisible devint chaotique et effrayant. Malgré ce choc, les Aztèques tentèrent d'abord de garder le contrôle. Ils observaient, négociaient et essayaient même d'intégrer ces étrangers dans leur structure de pouvoir. Mais la confiance s'éroda rapidement. Malentendus, manipulation délibérée de Cortés et tensions sous-jacentes entre dirigeants aztèques et tribus assujetties créèrent un environnement instable. Les Espagnols exploitèrent ces rivalités, transformant alliés en collaborateurs et utilisant les divisions internes comme armes de conquête avant même que les grandes batailles n'aient lieu. Le premier contact avait aussi une dimension psychologique qui changea tout. Les Aztèques, dépendant fortement de l'interprétation religieuse du monde, durent faire face à de nouvelles technologies, des animaux inconnus et des coutumes étranges défiant leur compréhension. Les chevaux, d'abord pris pour des dragons ou des bêtes des esprits, provoquaient la panique dans les formations. Les armes à feu, canons et lames d'acier semblaient magiques par leur efficacité. Et chaque cadeau offert, chaque cérémonie réalisée, renforçait le récit que Cortés construisait soigneusement pour les faire douter d'eux-mêmes et de leurs propres esprits. Pourtant, ce n'était pas une défaite instantanée. Les Aztèques résistèrent, négocièrent et tentèrent de s'adapter aux envahisseurs. La prudence de Moctezuma, les défenses de la ville et la loyauté de ses guerriers ralentirent les ambitions espagnoles. Mais le choc initial avait déjà fait pencher la balance. En semant le doute, exploitant les prophéties et tirant parti de l'impact psychologique de leur présence, les Espagnols préparèrent le terrain pour la vulnérabilité de Tenochtitlan. Une vulnérabilité qui serait bientôt aggravée par la trahison, la maladie et la stratégie militaire dont nous parlerons plus tard. Le premier contact entre Aztèques et Espagnols ne fut pas seulement une rencontre de peuples, il fut une collision de mondes, un moment où des siècles de tradition rencontrèrent une technologie et une ruse sans précédent. C'était fascinant, terrifiant et finalement catastrophique. L'Empire, qui avait prospéré grâce à la conquête, aux tribus et à une diplomatie sophistiquée, se retrouva soudain face à un ennemi qui réécrivait toutes les règles en quelques mois. Et c'est pourquoi cette première rencontre est si importante. Ce n'était pas seulement une bataille, c'était un séisme psychologique, ébranlant les fondations du monde aztèque, remodelant les loyautés et déterminant le cours de l'une des chutes les plus dramatiques de l'histoire. Dans une société fondée sur la prophétie, le rituel et la guerre, ce premier choc résonnera dans chaque décision, bataille et trahison ultérieure, marquant le début de la fin pour un empire qui semblait autrefois invincible. Arme mortelle,
lames d'obsidienne, canons et stratégie de guerre. Quand on pense à l'Empire aztèque, on imagine probablement des guerriers féroces chargeant au combat, le corps peint de symboles de courage et l'air vibrant des tambours et des cris de guerre. Mais ce qui rendait vraiment les Aztèques redoutables n'était pas seulement leur bravoure, c'étaient les armes qu'ils manœuvraient et les stratégies qu'ils employaient. Chaque bataille était un spectacle soigneusement orchestré de puissance, de compétence et d'intimidation, avec des armes terriblement efficaces et des tactiques qui faisaient même hésiter leurs ennemis. Commençons par les lames d'obsidienne. À première vue, une roche volcanique tranchante peut sembler peu de choses face à l'acier, mais l'obsidienne peut être façonnée en bord bien plus tranchant que le métal, capable de trancher avec une précision étonnante. Les guerriers aztèques utilisaient ces lames dans les macuahuitl, des épées en bois incrustées de rangées de fragments d'obsidienne. Un seul coup pouvait mutiler, désarmer ou tuer, et l'impact psychologique était immense. Le son de l'obsidienne tranchant l'air, l'éclat des lames d'au soleil et la précision de leurs frappes rendèrent les soldats aztèques redoutés dans toute la Mésoamérique. Et ce n'étaient pas de simples outils. Ils étaient entretenus méticuleusement, aiguisés et souvent bénis lors de rituels avant chaque bataille, reliant maîtrise des armes et dévotion spirituelle. Mais les armes seules ne remportent pas les guerres, et les Aztèques le savaient instinctivement. Leur stratégie semblait être complexe et flexible, façonnée par des générations de conflits et de conquêtes. Les batailles étaient un peu souvent planifiées pour maximiser intimidation et contrôle. Des éclaireurs recueillaient des informations, des embuscades étaient minutieusement chronométrées et le terrain était exploité à leur avantage. Villes et fortifications étaient conçues pour la défense et les armées coordonnaient leurs mouvements avec précision, utilisant tambours, bannières et signaux pour maintenir l'ordre dans le chaos du combat. La guerre aztèque reposait autant sur le contrôle et la structure que sur la force brute. Les Aztèques maîtrisaient aussi le combat à distance. Les guerriers portaient arcs et flèches, frondes et atlatels, lanceurs de projectiles capables de lancer avec une force mortelle. Cela leur permettait de harceler les ennemis à distance, d'affaiblir les défenses et de créer des ouvertures pour le combat rapproché. Les flèches à pointe d'obsidienne pouvaient percer armure ou chair avec une efficacité terrifiante, et leur utilisation demandait un entraînement dès l'enfance. Chaque soldat savait combattre, se positionner et exploiter les faiblesses de l'adversaire. D'une certaine manière, la guerre aztèque était un mélange d'art et de précision, transformant chaque bataille en une performance calculée de force et de stratégie. Puis, il y a l'histoire des canons, ou plutôt des dispositifs semblables à de l'artillerie introduits lors des premiers contacts avec les Espagnols. Bien que les Aztèques ayant d'abord fait face à une technologie européenne inconnue, ils s'adaptèrent rapidement, intégrant les leçons des rencontres pour affiner leur tactique. Ils apprirent à anticiper l'usage des armes à feu, de la cavalerie et des engins de siège, ajustant formation et stratégies en conséquence. Cette adaptabilité montre une culture militaire réactive, capable de combiner armes traditionnelles et menaces nouvelles. Un autre aspect frappant de la stratégie militaire aztèque était l'usage de l'intimidation et de la guerre psychologique. Les guerriers d'élite, comme les jaguars et les aigles, étaient des symboles visibles de peur et d'autorité. Leurs costumes, leur parure et leur champ de bataille terrifiaient les ennemis avant même qu'aucune arme ne soit levée. Capturer des ennemis vivants pour le sacrifice rituel était un autre outil stratégique, renforçant la domination et démontrant la faveur divine. Le spectacle de la guerre était aussi important que le combat lui-même. Chaque coup, chaque manœuvre, chaque prisonnier envoyait un message clair aux alliés et aux ennemis sur la puissance de l'Empire aztèque. L'entraînement constituait une arme clé. Dès le plus jeune âge, les garçons apprenaient non seulement à combattre, mais à penser tactiquement. Ils s'exerçaient avec des armes factices, étudièrent les formations et observaient les succès et échecs des batailles passées. Les guerriers d'élite suivaient une formation supplémentaire, maîtrisant armes spécialisées, combats cérémoniels et compétences de commandement. Cette préparation assurait que l'armée aztèque n'était pas une simple foule. Elle était disciplinée, hautement coordonnée et capable de submerger ses adversaires par le nombre et la technique. Fait intéressant, la stratégie allait au-delà du champ de bataille, incluant diplomatie et conquête. Les campagnes militaires étaient souvent combinées à des manœuvres politiques, alliances et intimidation. Les Aztèques ne comptaient pas seulement sur la force, et intégraient les victoires militaires dans un système plus large de tribus, loyauté et hiérarchie sociale.
Les villes vaincues étaient incorporées à l'Empire, fournissant guerriers, ressources et richesses alimentant l'expansion. Chaque arme, chaque bataille et chaque campagne faisait partie d'une stratégie globale visant à renforcer l'Empire et à projeter son pouvoir sur la Mésoamérique. En fin de compte, la combinaison d'armes mortelles, de tactiques sophistiquées et de guerres psychologiques fit de l'Empire aztèque l'une des forces militaires les plus redoutables de son époque. Les lames d'obsidienne pouvaient se mutiler et tuer avec une précision choquante. Les archers et frondeurs affaiblissaient les défenses, les guerriers d'élite intimidaient, et les stratégies coordonnées assuraient la victoire. Plus tard, lorsque les Espagnols arrivèrent avec leurs armes inconnues, ils trouvèrent une société fondée sur la maîtrise militaire, l'adaptabilité et la pensée stratégique. L'armée aztèque n'était pas seulement une force de combat, elle incarnait l'identité de l'Empire. Chaque arme, du macuahuitl d'obsidienne aux arcs et lances, chaque formation et chaque décision stratégique reflétait l'ingéniosité, la discipline et la détermination d'une civilisation régnant par la peur et le respect. Et bien que l'Empire ait ensuite affronté des défis catastrophiques, l'héritage de la puissance militaire aztèque continue de fasciner, montrant comment la maîtrise des armes et de la stratégie peut façonner l'histoire à travers les siècles. Siège de Tenochtitlan, la ville qui se bat jusqu'à la mort. Quand on entend l'histoire des Aztèques, une image demeure plus que toute autre. La chute de Tenochtitlan, la ville flottante qui osa défier le destin lui-même. Mais voici le point. Ce n'était pas une conquête rapide. La ville ne tomba pas simplement. Elle se battit, résista et tint bon avec une intensité qui glace encore l'histoire. Pour comprendre le siège, il faut saisir ce qu'était réellement Tenochtitlan. Un chef-d'œuvre d'ingénierie, un centre spirituel et une forteresse sans équivalent pour les Espagnols. Tenochtitlan fut construite sur un lac, relié par des chaussées et des canaux permettant à la fois transport et défense. La disposition de la ville combinait beauté et stratégie. Les marchés vibraient du commerce, les temples s'élevaient vers le ciel en signe de dévotion et les quartiers résidentiels étaient soigneusement organisés. Mais ces mêmes canaux, chaussées et ponts devinrent le théâtre de l'un des sièges les plus brutaux de l'histoire. Lorsque Hernán Cortés et ses alliés arrivèrent, ils réalisèrent immédiatement qu'attaquer Tenochtitlan n'avait rien de comparable à l'assaut d'une ville ordinaire. Les Espagnols sous-estimèrent la résilience des Aztèques. Pour les défenseurs, chaque pont et canal était un point de blocage, chaque temple un point de ralliement, et chaque rue un piège. Les Aztèques lancèrent des contre-attaques incessantes, frappant rapidement depuis des canoës, tendant des embuscades aux forces espagnoles et utilisant leur connaissance du terrain à des effets dévastateurs. Chaque bataille combinait stratégie, courage et pure détermination. Ils se battèrent pour leur foyer, leurs esprits et l'âme de leur empire. Le siège lui-même fut un mélange de famine, d'inondations et d'escarmouches constantes. Cortés disposait de canons, de chevaux et d'armes à feu, tandis que les Aztèques utilisaient leurs lames d'obsidienne, leur art de l'archerie et leur connaissance intime des défenses de la ville. C'était un affrontement non seulement d'armées, mais de monde, technologie et tactique contre ingéniosité et détermination. Les Aztèques utilisèrent les canaux pour déplacer secrètement des troupes, lançaient des raids surprises sur les lignes de ravitaillement et tentaient de bloquer l'avancée espagnole à chaque opportunité. Les défenseurs savaient que se rendre n'était pas une option. Pour eux, Tenochtitlan n'était pas juste une ville, c'était le cœur de leur empire, leurs idoles et leur identité. La maladie, cependant, était un ennemi invisible. La variole se propagea rapidement dans les rues bondées, affaiblissant la population et créant le chaos. Les forces de Cortés, bien que moins nombreuses, profitèrent de cet avantage dévastateur. Pourtant, même avec la maladie ravageant la ville, les Aztèques refusèrent d'abandonner. Guerriers d'élite et citoyens ordinaires continuaient à se battre, accomplissant des actes de courage presque légendaires. Ils tendirent des embuscades, réparèrent les barricades la nuit et se soutenaient mutuellement par les rituels et prières, gardant l'espoir même alors que les murs s'effondraient. Ce qui rend le siège particulièrement tragique, c'était le rôle de la trahison et des alliances. Cortés forma habilement des alliances avec des tribus ennemies qui avaient longtemps ressenti du ressentiment envers la domination aztèque. Ces alliés coupèrent les renforts et les approvisionnements, transformant l'isolement de la ville en cauchemar stratégique. Les Aztèques avaient jadis utilisé diplomatie et tribus pour étendre leur empire, mais ces mêmes réseaux politiques devinrent maintenant un outil de destruction.
À l'intérieur de Tenochtitlan, les habitants étaient affamés, blessés et soumis à un stress inimaginable. Mais ils continuaient à se battre, car la reddition signifiait non seulement la perte de la ville, mais aussi la fin de leur mode de vie. Même les temples devinrent des champs de bataille. Le grand Templo Mayor, autrefois symbole d'autorité divine et de fierté, était maintenant une forteresse et une cible. Prêtres et guerriers aztèques combinaient défense et rituel, tentant d'invoquer les esprits même lorsque les canons tiraient, que les incendies faisaient rage et que les ennemis avançaient. L'image est presque cinématographique. Prêtres chantant, guerriers frappant et citoyens soutenant depuis les rues, le tout sous l'ombre de leur structure sacrée. C'était la dévotion mêlée au désespoir, un témoignage de l'esprit de la ville. La chute finale survint après des mois de combats incessants. Les ponts furent détruits, la nourriture manqua et la maladie décima la population. Les forces de Cortés pénétrèrent dans la ville, mais ce qu'elles trouvèrent fut un champ de ruines rempli de courage et de civilisation. Des dizaines de milliers avaient péri, mais ceux qui survécurent portaient le souvenir d'une ville qui avait résisté jusqu'au dernier instant, laissant un héritage de bravoure, d'ingéniosité et de loyauté indéfectible envers leur patrie. La chute d'un empire, trahison, maladie et catastrophe. L'empire aztèque, jadis merveille de puissance militaire, de dévotion religieuse et de génie architectural, ne s'effondra pas lors d'une seule bataille. Sa chute fut une tempête parfaite de trahison, de maladie et de malheurs catastrophiques qui transforma l'une des civilisations les plus redoutées en un souvenir tragique. C'est une histoire à la fois brutale et fascinante, montrant comment même les sociétés les plus puissantes peuvent se désagréger de manière imprévisible. Au cœur de l'Empire, Tenochtitlan, la ville flottante, prospérait. Les marchés bourdonnaient de marchands vendant cacao, textiles et outils en obsidienne. Les temples dominaient à la ville, leurs marches tachées d'offrandes reliant les humains au divin. Les guerriers, formés dès l'enfance, étaient assez disciplinés et redoutés. Les Aztèques avaient bâti non seulement un empire, mais une société où rituels, politique et peur étaient étroitement liés, d'une manière que peu d'étrangers pouvaient comprendre. Et pourtant, c'est précisément cette complexité qui la rendait vulnérable. La trahison joua un rôle central dans la chute de l'Empire. Quand Hernán Cortés et ses forces espagnoles arrivèrent, les Aztèques les virent d'abord comme d'étranges visiteurs potentiellement divins, une interprétation influencée par présages et prophéties. Cortés, cependant, exploita rapidement les divisions internes. Plusieurs cités sous domination aztèque ressentèrent le lourd tribut et le règne sévère. Elles s'allièrent aux Espagnols, fournissant guerriers, provisions et connaissances locales cruciales. Soudain, les Aztèques faisaient face non seulement à des envahisseurs étrangers, mais à leurs propres anciens sujets, transformant le ressentiment interne en arme contre l'Empire. La trahison devint une lame plus tranchante que n'importe quelle épée en obsidienne. La maladie fut une autre force dévastatrice. La variole, introduite involontairement par les Européens, se propagea dans Tenochtitlan à une vitesse catastrophique. Des quartiers entiers furent décimés en quelques semaines, tuant dirigeants, soldats et citoyens ordinaires. Les Aztèques n'avaient aucune immunité, et l'épidémie paralysa leur capacité de résistance, tant physique que psychologique. Les funérailles débordaient, les temples se vidèrent, et le moral s'effondra. Même les guerriers les plus puissants ne pouvaient combattre un ennemi invisible, et les systèmes de gouvernance complexes commencèrent à s'effondrer sous le poids des pertes. La catastrophe militaire amplifia ces crises. Malgré leurs armées disciplinées et leurs guerriers d'élite, sociétés jaguars et aigles incluses, les Aztèques n'étaient donc pas préparés aux armes et tactiques européennes. Canons, armes à feu et cavalerie, combinés à la capacité espagnole d'inciter la rébellion parmi les cités mécontentes, se révélèrent écrasants. Les sièges détruisirent la ville. Les réserves d'eau furent coupées, la nourriture se fit rare, et la famine ajouta une couche supplémentaire de souffrance. Chaque plan qui assurait autrefois la victoire semblait insuffisant face à la combinaison trahison, maladie, armes avancée. Même au cœur de la catastrophe, la direction aztèque tenta de maintenir l'ordre. Le roi Cuauhtémoc, dernier empereur, se battit vaillamment, dirigeant les défenses et inspirant son peuple à résister. Mais les forces contre lui étaient implacables. Les erreurs stratégiques, amplifiées par la désinformation et la peur, permirent aux Espagnols de resserrer leur emprise. Lentement, bloc par bloc, la ville flottante, le joyau de l'Empire, tomba. Les rues, autrefois animées par marchés et cérémonies, devinrent silencieuses, remplies de dévastation.
La chute ne fut pas un moment dramatique unique, mais une tragédie prolongée, une ville suffocant sous les couches de trahison, de maladie et d'assauts incessants. L'impact psychologique fut aussi sévère que la destruction physique. Les citoyens assistèrent à l'effondrement des temples sacrés, à la profanation des autels et à la perturbation des rituels qui avaient guidé la vie pendant des générations. Pour les Aztèques, religion et gouvernance étaient indissociables. Lorsque la faveur des idoles semblait absente et que leurs dirigeants étaient capturés ou tués, cela provoquait une profonde crise existentielle. Les gens ne combattèrent pas seulement des envahisseurs, et assistaient à l'effondrement même de l'ordre qu'ils avaient consacré leur vie à maintenir. Pourtant, même dans les cendres de la destruction, l'héritage aztèque persista. Artefacts, codex et traditions orales conservèrent leur savoir, leur culture et leurs réalisations. Les chercheurs et descendants continuent d'étudier leur calendrier, leur architecture et leur structure sociale, admirant la sophistication qui survécut à l'effondrement de l'Empire. Trahison, maladies et catastrophes ont peut-être mis fin au contrôle politique, mais elles n'ont pu effacer le souvenir de ce que les Aztèques avaient bâti. La chute de l'Empire aztèque rappelle que le pouvoir, aussi formidable soit-il, n'est jamais invulnérable. Les divisions internes peuvent être exploitées, des forces invisibles peuvent frapper de façon inattendue, et même les sociétés les plus disciplinées peuvent être submergées par une combinaison de malheurs et de ruses humaines. Pendant des siècles, cette histoire fascine historiens et grand public, illustrant l'équilibre fragile entre puissance, croyance et circonstance.